Merci, je vous en prie. Asseyez-vous, mes camarades, mes amis. Bonsoir tout le monde, merci pour cet accueil. Je pense que j'interprète une analyse commune de notre première semaine. Ça s'est plutôt bien passé. Il est vrai que nous avons été bien servis par la concurrence, qui nous a offert en quelque sorte un deuxième étage pour la fusée qui n'était pas prévu au départ. Donc nous sommes entrés en campagne, je vais vous en dire quelques mots. Je pense arriver à être ce soir plus succinct que d'habitude, car j'ai le sentiment... Salut Raphaël, c'est un vrai bonheur de te voir là. Vous l'avez vu, hein? De notre affection, notre amitié, notre solidarité, nous sommes fiers d'être tes camarades. Donc, vous dis, évidemment, on se connaît tous assez pour que vous ayez deviné que l'affaire avait été calculée au millimètre dans tous ses aspects et il fallait déterminer quel jour ce serait. Alors, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur l'art de la tactique en politique, mais il le faut. Hein. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, on ne fait pas un meeting le soir d'une finale de foot, tu vois, des choses comme ça, quoi. Non, mais je vous l'ai dit parce qu'au passage... je vais faire déprimer les autres qui ont précisément prévu des meetings à des moments incroyables, quoi. Un peu, bon, déjà, des gens ne sont pas capables de calculer leur propre succès, comment pourraient-ils se charger de celui des autres en étant à la tête de l'État? C'est pour ça que j'insiste. Donc, nous avons d'abord réussi notre processus interne qui était le plus délicat à mener. Car, comme je vous l'avais dit à notre précédente réunion, nous étions parfaitement au clair sur un point. Ça n'est pas qui veut être président de la République, qui veut être candidat, et puis commence je ne sais quelle gesticulation, où on fait semblant de mettre tout et tout le monde sur le même plan, car il est clair que ceux qui procèdent de cette manière donnent immédiatement une information à des millions de Français, c'est qu'ils ne sont pas sérieux et qu'ils n'ont pas réellement l'intention de gouverner le pays, parce que c'est pas vrai que n'importe qui, compte tenu du caractère absolument invraisemblable de ces institutions, qui concentrent tant de pouvoir sur une seule personne, serait en état de décider. Regardez comment les Mozart de la finance finissent, et on a une idée du fait que, oui, c'est vrai, il y a nécessité de préparation. Nous sommes une équipe à être préparée, et cette équipe sera plus nombreuse encore à mesure que le temps va passer, puisque d'autres sont montés en première ligne, d'autres se sont affirmés dans les groupes parlementaires. Et donc, de cette façon, nous avons mis au point une méthode qui a été rendue publique dès 2024, juste après l'élection, vous savez, législative. Comme nous menions la bataille pour faire démissionner Macron, qui n'acceptait pas le résultat des élections, on avait défini une méthode pour le cas où, tout d'un coup, revenant à un minimum de sentiment de dignité et de respect pour le peuple français, il viendrait à dire « moi, j'en ai assez ». Et donc, on avait commencé la stratégie qui consistait à faire tomber les gouvernements pour qu'ils s'en aillent, sur la base du fait qu'ils n'étaient pas légitimes, puisqu'ils avaient perdu les élections et qu'ils s'obstinaient. Donc, la méthode a été donnée à ce moment, je le dis pour tous ceux qui ensuite l'ont résumé en disant que je me serais auto-proclamé. Bon, c'est des gens qui... c'est pas... tout cela, souvent, ne sont pas vraiment des journalistes, c'est des gens qui font des émissions de divertissement. Alors, des fois, ils ont un accent un peu rigolo, alors ça crée un côté, vous voyez, pote, quoi. Mais c'est pas sérieux, parce que tout avait été expliqué. C'était très important pour nous d'agir sur la base d'un extrême consensus interne. Pourquoi? Parce que ce que nous allons subir, vous en avez une idée. Vous avez vu ce qu'on a déjà subi. Alors imaginez-vous que lorsqu'ils vont s'apercevoir que nous faisons partie des gagnants possibles de cette élection, il est probable que ça se déchaîne et on en a déjà quelques prémices. Donc, cette consultation a pu avoir lieu, notre assemblée a pu se tenir en intergroupe, sans que, ce qui fait l'admiration de tout le monde dans une société comme celle dans laquelle nous vivons, personne n'ait dit un mot et que personne n'ait su un seul instant ce que nous étions en train de préparer. Pourquoi? Parce que nous tenons, il y a des règles comme ça qui n'appartiennent qu'à nous. Un, nous voulons être maîtres de nos décisions, parce que nous n'acceptons pas les pressions qui arrivent de l'extérieur à travers des campagnes de presse, de dénigrement, de diffamation de l'un ou de l'autre et d'excitation des uns contre les autres.
La seconde, bah, vous en connaissez, il y en a comme ça toute une ribambelle de règles. Celle-là est très importante à nos yeux, car c'est le fondement de la liberté de l'organisation et de s'organiser comme nous l'entendons. Le modèle d'organisation du Parti socialiste ne fait rêver plus personne, même pas ceux qui sont dedans, car ils voient bien à quoi ça les conduit. Et s'il en est ainsi, voyez-vous, et c'est là qu'il faut aller au fond de notre succès, c'est que ce qui se passe en ce moment, c'est la continuation de la dislocation de la société. La société subit des chocs terribles, sociaux, culturels, idéologiques, des revirements inouïs quand on est dans un pays comme le nôtre et que quelqu'un ose mettre comme chanson le 8 mai, Maréchal, nous voilà. Ce n'est plus une anecdote dans un coin prise en charge par 4 ou 5 illuminés, c'est qu'il se passe des choses en profondeur. Et la France revient à ces questions fondamentales, comme toujours, chaque fois qu'elle entre dans une très grande crise, dont les autres diraient pompeusement c'est une crise d'identité, si vous voulez. C'est pour dire les gens ne savent plus très bien quoi faire et de quel côté aller et comment le faire. Alors oui, on peut appeler ça une crise d'identité, mais c'est une crise politique. Son fondement est social, c'est-à-dire que c'est la dislocation de la société telle qu'elle a été construite en France, pas seulement, mais bien sûr surtout, depuis la libération et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais en profondeur. La France est construite par et autour de son État, depuis le début. La France, ça commence par un récit de gens qui ont décidé d'écrire des chroniques des rois, qui à l'époque sont des roitelets barbares de petites bourgades et qui représentent 3 fois rien, mais qui se vivent comme des rois dans les mythes lointains, qui traversaient encore quelques élites de l'Empire romain, c'était en souvenir du passé. Et alors, les moines commencent à écrire la chronique qui est déposée à Saint-Denis. C'est pourquoi Saint-Denis a ensuite devenu le lieu des tombeaux des rois de France qui, l'un derrière l'autre, venaient se faire enterrer là. Et qui, d'ailleurs, le moment venu, ont rencontré ce que le peuple en pensait quand il s'est mis à y penser. C'est-à-dire que le peuple est venu et a absolument saccagé toute la basilique pour la transformer en une réserve de pierre. Et il ne faut pas y voir comme les bourgeois le voient, ou les importants. Ils voient le peuple comme une espèce de plèbe furieuse qui, à toute occasion, vient tout démolir et tout piller. C'était la rage quasi millénaire qui s'exprimait là, d'avoir été dominée et de quelle façon. Donc la France, c'est un récit et c'est un mode d'organisation. D'autres peuples sont faits organiser différemment de nous. Je ne suis pas en train de dire ceci est la perfection. Mais nous, c'est comme ça qu'on vit. Et puis tous ceux qui arrivent sont intégrés dans le récit national qu'on leur apprend à l'école, la Révolution, les principes, l'égalité, et voilà, et on est ce peuple, bon, je vous l'ai déjà raconté une fois, où il y a une expression qui n'existe nulle part ailleurs, qui consiste à engueuler les autres en leur disant « Ah, ben si tout le monde faisait comme vous, où est-ce qu'on irait ?» Ce qui signifie que ce qui est bien, c'est ce que tout le monde peut faire. Et si c'est entré jusque dans les habitudes les plus communes, c'est que c'est une culture très profonde des Français. Même si, après, ils ont des comportements qui, eux aussi, veulent dire beaucoup de choses. Prenons un exemple. Vient une femme avec un voile intégral à la plage. Ça s'est produit à Nice. Aussitôt, tous les gens courent téléphoner aux flics pour les faire venir. Et ils sont très mécontents. Et puis, tout d'un coup, les flics arrivent, et alors là, tout le monde se retourne contre eux en disant « c'est pas vous qui allez nous dire comment nos femmes ont le droit de s'habiller ». Ça, c'est la France. C'est-à-dire, à la fois un culte de l'idée que, bon, hein, on fait pas, il faut que tout le monde puisse le faire, et en même temps, le souci et le respect de la singularité, du droit à être soi-même. Ils sont comme ça. Nous sommes tous comme ça. Vous le savez bien. Réfléchissez en rentrant en vous-même, même si vous êtes très intransigeant. Vous savez comme moi que quand votre intransigeance rencontre le sort de vos enfants ou de vos parents, tout d'un coup, vous l'êtes un peu moins et vous êtes prêt à composer. C'est normal, ça s'appelle la vie, hein, et la protection de la vie et la volonté de la vivre en commun. Donc la France est absolument abasourdie par ce qui lui est arrivé. La destruction de ses services publics, la mise en cause de tout ce à quoi elle croyait, le pillage de sa sécurité sociale, une situation absurde où ce sont les libéraux qui, par la dette, ont affaibli volontairement l'État, et le sentiment qu'on ne sait plus où on va et qui voit qu'on dépèce la France en la découpant par morceaux pour en vendre une entreprise de ceci, une entreprise de cela. Et tout ça sans que personne ne sache au juste quoi faire, ni par quel bout attraper cette situation. Et pendant quelque temps, même, les gens se sont dit c'est inéluctable, c'est la pente de l'histoire. Dans les années 90, le néolibéralisme était triomphant. Et on ne voyait pas qu'est-ce qu'on pouvait bien pouvoir faire d'autre, puisque tout le reste s'était cassé la figure assez lamentablement.
Et donc, tout ça a une traduction directe. Les catégories sociales qui étaient des catégories ascendantes. Alors, je me mets dedans. Voilà, je suis fils, enfant d'une famille de tout petits cadres de la fonction publique. Et avant, ils étaient ou commerçants ou pauvres, tout simplement. Bon, et puis, à chaque génération, ça allait un peu mieux. En tout cas, dans le sens dans lequel eux voulaient aller. Il était mieux d'être fonctionnaire que d'être commerçant, parce qu'on avait un boulot stable, on avait un revenu stable. C'était l'idéal de vie des gens qui pensaient que ça s'avancerait. Ça a continué après. Et tout ça, tout est parti par terre. C'est-à-dire que dans ces catégories-là, il n'y a plus de catégorie ascendante. C'est-à-dire, même si vous envoyez vos enfants à l'université, que vous coupez les veines pour qu'ils y aillent, etc., pour finir, même quand ils ont un paquet de diplômes, bah avec ça, on ne va pas leur proposer du travail, on va les maltraiter, on va les humilier. Et donc, cette ascension s'est bloquée. L'endroit où l'ascension sociale a continué, c'est dans les milieux les plus déshérités, qui, eux, franchissaient les premières étapes, c'est-à-dire dans tous les nouveaux quartiers populaires avec la nouvelle population. Et là, c'est un changement extrêmement important parce que c'est là que sont le plus souvent les réservoirs d'enthousiasme pour le futur, d'envie de faire mieux, d'idées que c'est bien parce que je suis content, mes gosses, ils ont fait des belles études et maintenant, regardez, il fait ci, il fait là, bon, bref. Ça, c'est la France comme elle est. Et la dislocation de tous ceux qui, jusque-là, ont exercé tous les pouvoirs intermédiaires, autrefois, on aurait dit les contremaîtres, hein, mais vous voyez ce niveau. Tous ces gens-là se disent, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi je me suis usé comme ça? Quand on arrive au grand âge, tout d'un coup, tu n'arrives plus à payer les charges de la copropriété, tu ne sais pas ce que tu vas devenir, tes gamins, ils ne sont plus là parce qu'ils sont partis à l'autre bout du pays, parce que ce pays déménage en permanence. Déjà, la moitié de la population est fichue le camp de l'endroit où elle était au début des années 58, hein, au début de la Ve République, pour partir à un autre endroit. Ce pays est un pays rempli d'immigrés de l'intérieur et de l'extérieur. Tout le monde va, vient, rentre, repart, enfin bref. Tout ça, ça crée un grand désarroi. Bon, là, j'ai en face de moi un député cheminot. Eh bien, causer 5 minutes avec un cheminot, il va vous dire, il a les bras qui lui tombent. Les immenses gares de triage, le respect qui était dû au chemin de fer, le fait que c'était une entreprise de pointe par les techniques qu'elle mettait en avant, et le sentiment de faire quelque chose de beau, quoi, de faire un truc beau dans ta vie, parce que tu fais des trucs intéressants, tu fais un métier qui rend service aux autres, parce que tu es respecté, on te regarde bien. Bon, tout ça est parti dans le décor aussi. Aujourd'hui, à l'égard des cheminots, l'essentiel, c'est des insultes parce qu'ils prennent le pays en otage et blablabla et toutes ces saloperies. Et c'est comme ça tout le temps. Les profs qui foutent rien, les ceci, les cela. Enfin, il y a une espèce de pilonnage sur la population pour qu'elle lâche prise de ce qu'elle a construit et de ce à quoi elle croit. Et c'est à tout ça que nous, on va mettre un terme. Mais en attendant, on vit ce moment d'émiettement. Quant à la classe ouvrière, elle était massivement organisée, pas forcément adhérente des syndicats, encore que c'était quelque chose, hein. La CGT a plus d'1 million d'adhérents, ça existait, j'ai connu ça, hein. Le syndicat était une référence, organisait le monde. Quand tu étais un ouvrier et que tu avais quitté l'école à 14 ans, parce que l'école s'arrêtait à 14 ans dans les années encore, la fin des années 60, je ne me rappelle plus à quel moment, c'est passé un peu plus tard, mais je me rappelle très bien qu'étant élève de 5e, eh ben, tout d'un coup, pouf, la moitié de la classe avait foutu le camp, ils étaient tous partis en apprentissage, c'était mes copains. Il y avait là-dedans des gens brillantissimes, bien plus que moi qui étaient là, hein. Et puis, bon, ils allaient à l'usine, ils s'y faisaient repérer. Le syndicat les repérait, ils disaient celui-là, ouh là là, le gamin là, ouh, la gamine là. Donc, tac, au syndicat. On lui donnait des responsabilités. Ensuite, arrivait le camarade du Parti communiste qui lui disait il faut marcher sur tes 2 jambes, camarade. C'est pas vrai? Il y en a dans la salle, je vois que ça vous fait rire. Vous avez connu aussi, alors, hein, le syndicat et le parti. Et il y avait des dirigeants de la gauche qui étaient brillantissimes, venant du monde ouvrier, parce que c'était une élite humaine et intellectuelle, humaine parce qu'elle l'était devenue dans le militantisme syndicaliste, et intellectuelle parce que quand tu milites, t'apprends. Et bon, si tu es parti de l'école à 14 ans, et ben, après, tu apprends que le monde est organisé comme ci, comme ça, le capitalisme, c'est ceci, c'est cela. Bref, tu deviens une autre personne par le militantisme politique. Tout ça a éclaté. Les classes moyennes se sont organisées massivement au Parti socialiste dans les années 70. C'était l'époque où le Parti socialiste écrivait dans sa déclaration de principe qu'il était un parti révolutionnaire et qu'il ne pouvait pas y avoir de démocratie accomplie dans le capitalisme. Hein, et que, bah oui, c'était écrit, on l'avait voté.
Bon, donc, et puis tous ceux qui étaient là, ils croyaient dur comme fer. La CFDT était partisane du socialisme autogestionnaire. Et on s'engueulait pour savoir si le socialisme devait être autogestionnaire, fédéraliste ou centraliste. Hein. Voilà, c'était des sujets de conversation tout à fait habituels. Tout ça est parti dans le vide. Et des constructions collectives qui organisent idéologiquement la société, il n'est resté que quelques bribes qui ont été honteusement dévoyées. Regardez comment la secte Le Printemps républicain a réussi à dévoyer l'idée de laïcité pour en faire une espèce de machine de guerre islamophobe et proclamant une espèce d'athéisme d'État qui, bien sûr, ne s'applique pas à toutes les religions, c'est bien connu. Voilà. Donc tout ça a perdu. Et donc, voilà pourquoi la gauche est dans cet état-là. Et puis, à un moment donné, elle rencontre le suffrage universel. Oui ou non, voulez-vous du projet européen comme déroulement? Et les autres, comme d'habitude, c'était un sandwich au pain, d'accord? Ils vous mettent dedans le néolibéralisme. Mange, c'est meilleur avec. Voilà. Et ça s'est passé comme ça. Mais la réponse, le peuple français, et l'erreur que font ces élites tout le temps, c'est de le prendre pour un ramassis d'imbéciles. Ils ne comprennent pas que les gens comprennent. Et quand ils ne comprennent pas, les gens, ils cherchent à comprendre. Ils se renseignent. Et maintenant, toi-même, tu n'es plus le même qu'avant, tu es plus éduqué. Et tes gosses, encore plus. Donc ça discute à la maison, jusqu'au point que vous connaissez aujourd'hui, qui s'est produit quasiment un renversement de l'ordre de la prescription sociale. Avant, tu ne ramenais pas ta science. Ton père, ta mère te disaient ce qu'il fallait faire. Bon. Sauf chez nous, les pieds noirs, où, bon, les femmes pensaient que c'était les hommes qui décidaient, et ma grand-mère me demandait comment il fallait voter. Elle était gaulliste et elle votait communiste à chaque élection, sur la base de mes conseils. Et paix à ses cendres, là où elle est. Voilà. Mais ça se passait comme ça, j'étais une exception, il n'y avait pas un autre comme moi dans tout la barre d'immeuble. Mais la vérité aujourd'hui, c'est pas ça. Vous avez vu comment ça s'est retourné. Par exemple, c'est les filles qui ont convaincu leurs pères, leurs oncles, leurs grands-pères, sénateurs, de mettre dans la Constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse, parce qu'elles sont allées les voir et les ont harcelés jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre. Et ce sentiment, ce retournement-là, moi, j'ai pas de honte à dire, je suis devenu écologiste sous la pression de ma fille. Parce que moi, j'étais comme tout le monde, hein, béton, électricité, vive le progrès, enfin bref, je voyais ça comme... Non mais, alors rigolez pas, vous êtes comme moi là-dedans, il y en a plein, bon, pas déconner. Et elle commence à m'expliquer, hein. Et puis au bout d'un moment, bon, les gens que t'aimes, t'écoutes ce qu'ils te disent, bon, puis, et puis on réfléchit. Eh bien aujourd'hui, c'est pareil. Et c'est pourquoi les plus jeunes d'entre nous, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent « Ah oui, mais je ne peux pas voter cette année », je lui dis « Il fait quoi ton grand-père, ta grand-mère? Vas-y. » Et reviens me voir quand tu auras fini de les convaincre. « Ah ben c'est déjà fait. » Ah bon, bah, trouve-en un autre alors. Hein. Vous comprenez? Voilà comment... Ça aussi, c'est une transformation. Une société comme la nôtre a renversé le cours du temps. Autrefois, c'était la tradition qui permettait de s'éduquer et de faire face à la vie. C'est pour ça que la droite a un tel ancrage. Essayez aujourd'hui, donc, chacun savait ce qu'il fallait faire dans la vie. Qu'est-ce qu'on mangeait, qu'est-ce qu'on ne mangeait pas, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Et maintenant, celui qui a beaucoup vécu et qui s'en tient à ce qu'il a appris, eh ben, ce qu'il a appris ne lui sert à rien. J'ai souvent dit cette comparaison. Essayez de faire fonctionner un téléphone portable avec les méthodes du téléphone filaire. D'ailleurs, là, beaucoup parmi vous ne savent même pas ce qu'est un téléphone filaire, ou ils voient ça au musée ou à la télé dans les vieux films. Bon. Donc, ce renversement-là, j'ai pris quelques exemples comme ça. Je vous ai parlé de la classe ouvrière en tant que composante idéologique d'une société. Mais il faut aussi voir la classe ouvrière organisée comme elle l'était, c'est-à-dire ayant des statuts communs. Aujourd'hui, vous allez sur un chantier du bâtiment, vous avez 20 à 30 types qui sont là à cavaler sur la chèvre, là, le truc qu'on amène, où on pose la dalle après dalle. Hein, mais avant, tout le monde venait de la même boîte, avait le même statut, tandis que maintenant, personne ne vient de la même boîte, même quand on fait le même travail. C'est-à-dire, si vous êtes en train de poser de la tuyauterie, si vous faites de la plomberie, si vous faites de l'électricité, si vous êtes 2, 3, 4, 5, 6, des fois, là-dedans, il y a 2 boîtes, pas une, 2. Et donc, en quelque sorte, tous les statuts sociaux vous interdisent de vous reconnaître dans l'autre. Dire, ah bon, on fait pareil, ah, comme il était payé, bon, voilà, ça se discute, bon, bref. Voilà, tout ça a volé en éclats. L'ubérisation a fini le tableau en faisant croire à des gens qu'il
ils étaient libres et indépendants. Et il y a des gens qui acceptent tout ce que ça leur impose parce qu'ils se sentent libres, plus libres comme ça, même quand ils galèrent. Donc ça devient aussi plus compliqué pour nous, pour critiquer un certain nombre de choses qui sont autour de nous et faire changer le statut. Donc la société s'est émiettée. Et donc, ces représentations politiques se sont émiettées de même. Et au moment où il aurait fallu présenter des perspectives de rassemblement, c'est là que s'est divisé le plus profondément toute cette masse populaire. C'est le référendum de 2005. Massivement, les ouvriers, les travailleurs, les gens, comme ils disaient, d'en bas à l'époque, votent non. Et tout le reste de la société, les élites sociales, les élites intellectuelles, etc., disent oui. Et là, c'est un divorce qui va faire exploser toute la société. Alors, c'est lent, hein. Les gens, ils font un petit remettez-y. Bon, alors on a voté non, vous avez dit que c'était oui. Bon, alors le coup d'après, toc, on vote pour un à droite qui a l'air un peu plus nerveux que le précédent, parce qu'il a l'air de vouloir se bouger, c'était Sarko. Catastrophe. Alors le suivant, il dit qu'il est normal et que son ennemi, c'est la finance. Allez, on essaie. Mais on ne peut pas se foutre des gens tout le temps, hein, à toutes les élections. Et nous sommes, nous les insoumis, les enfants politiques de ce désastre. Dans plein de pays, ce désastre n'a rien donné. Soit que les gens aient été trompés moins violemment, soit que certaines structures sociales ont duré plus longtemps qu'ailleurs, mais en France, si. Et puis c'est la France, c'est-à-dire un pays qui, en 2 siècles, fait 5 républiques, 2 dynasties, 4 révolutions et 2 empires. Voilà, c'est nous. Donc ce pays a toujours été comme ça. Il faut qu'il aille au bout d'un truc pour se décider enfin à faire quelque chose. Et ça vous donne 1958, qui est le début de l'ancienne France, si j'ose dire, par rapport à la nouvelle. Les gens qui ont voté en 1958 étaient nés en 1937, parce qu'il fallait avoir 21 ans pour voter à l'époque. Et maintenant, de ceux qui ont voté à ce moment-là, il reste 1% de la population. Tous les autres sont nés après, et ont donc été formés dans un autre cadre idéologique, intellectuel, que ceux qui étaient à l'époque. Ils ont vécu dans un pays qui avait de nouvelles institutions donnant un pouvoir considérable à son président, pour rompre avec le colonialisme tel qu'il était pratiqué à l'époque. C'est la fin de l'Algérie française, de l'Algérie indépendante, libérée par son peuple, et ça, c'est 13 départements français, il faut quand même se rendre compte. Cette secousse est telle, parce que personne ne savait plus quoi faire, marche avant, marche arrière, les socialistes avaient dit « Ah ben nous, on va arrêter tout ça, ça sert à rien ». Résultat, ils arrivent et ils envoient les conscrits en Algérie, faire la guerre. Donc déjà, pour ce qui était de la roublardise et du mensonge, ils avaient quelques médailles. Hein. Donc, nous sommes les héritiers de ça. Et maintenant, il s'agit de se présenter devant le peuple français et de lui proposer une autre perspective. Mais pour ça, que voulez-vous? Il fallait d'abord que soit usé jusqu'au bout leur discours. Il fallait que tout le monde ait compris qu'il n'y a pas d'avenir dans la compétition des gens les uns contre les autres. Il n'y a pas d'avenir à traiter tout comme une entreprise, comme ils disaient tous, avec leur air bouffi de certitude. L'école doit être gérée comme une entreprise, l'hôpital doit être géré comme une entreprise. Et ça vous donne à la sortie le paiement à l'acte, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça veut dire que tout est jugé d'après la rentabilité en matière de santé. Résultat, vous accouchez, on vous met dehors le lendemain pour que quelqu'un d'autre vienne. Pas pour accoucher, parce qu'on accouche de moins en moins. Mais vous connaissez tout ça, on l'a vu pendant toute la période Covid. J'ai vu de mes yeux, qu'on m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui était allé dans une clinique privée parce qu'il n'y avait plus de place nulle part, et quand il est arrivé à l'hôpital, il avait un paplard qui était accroché après lui, où il était marqué dessus de quoi il souffrait, que la clinique ne voulait pas traiter parce que ça coûtait trop d'argent. Et quand le gars est arrivé à l'hôpital l'a pris, bien sûr. Mais les gens disaient « Ouais, mais ça ne va pas améliorer nos rendements ». M'a dit un copain, donc c'est pas une brute, je sais pas quoi, il me dit nous, ça on va le faire parce qu'on est des êtres humains, mais voilà ce que ça veut dire. Bref, c'est ce pays-là que nous rencontrons dans cette élection. Il est à bout de nerfs. Et donc, là-dedans, pour nous, il était clair depuis le départ que ça ne pouvait pas être, on ne pouvait pas présenter une candidature sans se dire que les gens se demanderaient si la personne en question est ou non en état de comprendre ce qui se passe, d'avoir une préparation idéologique, politique, etc. C'est comme ça qu'on a raisonné entre nous. On ne s'est pas demandé qui fera la tête la plus sympa sur l'affiche, ou qui... Au début, oui, on a parlé comme ça. Et puis vite, on est arrivé à la conclusion, on prend l'affaire par le mauvais bout.
Comment on a fait pour nous-mêmes? On a choisi à chaque fois la personne dont on avait le sentiment qu'elle était la mieux adaptée pour faire ce qu'il y avait à faire. Président de groupe, président d'ILB, tout ce que vous connaissez, coordinateur du mouvement. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que j'y retourne. J'ai beaucoup hésité, vous le savez parce que ça se voyait dans ma manière de me comporter. Mais moi, quand on me présente une tâche avec des arguments rationnels, ça me va. Je dis oui ou non. Mais là, c'est des arguments rationnels. Donc le problème, ce n'est pas si je suis sympa, ce n'est pas ça le sujet. Il faut maintenant que le pays comprenne que nous savons où nous voulons aller, par quel passage on va le faire, avec quel programme. C'est pourquoi je pense que la comédie qui a entouré la première semaine, avec ce qui s'est passé dans les autres partis de gauche, quel que soit le résultat à la fin de tous ces micmacs, les disqualifie dans ce rôle-là. Vous ne pouvez pas faire confiance pour diriger un pays qui va au-devant de ceux dont je vais parler maintenant, des événements immenses qui vont arriver, avec des gens qui ne sont même pas foutus d'organiser une discussion entre eux. Comment peut-on croire que ces gens aient la moindre capacité à se projeter de manière disciplinée et organisée vers le futur? Or, nous allons aller dans des événements considérables. En tout cas, bon, la première partie, notre entrée en campagne est réussie, et c'est surtout parce que, aussitôt, une masse immense de gens qui n'ont reçu aucune consigne savaient exactement quoi faire. Parce que nous sommes d'abord des gens conscients, éduqués, nous savons pourquoi nous sommes là, pourquoi nous faisons le mouvement insoumis, et donc cette organisation s'est déployée. Et plein de gens qui s'étaient mis à faire d'autres choses depuis la dernière campagne sont venus ou revenus. Et nous aurons bientôt des statistiques, parce qu'il apparaît que parmi le premier groupe de signataires, plus de la moitié n'étaient pas auparavant des signataires de nos campagnes. Il y a 5 millions de nouveaux électeurs qui sont en enjeu. Et nous avons gagné la confiance du peuple français, y compris parce qu'il apparaît comme des défauts aux autres. Parce qu'ils nous ont vus harceler, pilonner, sans arrêt, diffamer, insulter les femmes de notre organisation, traiter plus bactères. Et ils ont vu qu'on n'a pas lâché. Personne n'a lâché. Personne n'a reculé d'un mètre. Et quand il y a eu un événement aussi tragique que celui de Lyon, eh bien nous avons tenu bon. Parce que nous avions l'intime conviction que n'existait pas chez nous la volonté de tuer. Et nous avons très rapidement bénéficié du fait que les articles de presse ont montré que c'était un complot et un traquenard qui avait été monté par Némésis. Mais les gens se disent, à cela, ils sont capables de tenir bon quand il pleut, hein, des pierres. Eh bien, ça n'avait pas l'air d'être de la politique. On aurait pu penser que la politique était ailleurs, dans les faits eux-mêmes. Non, elle était dans la manière dont tout le monde se comportait à ce moment-là. Et je pense que cet exemple, on a gagné dans cette séquence politique plus de 3 ou 4 000 adhérents à l'organisation. Les gens l'ont immédiatement interprété. Vous avez tous le souvenir de la campagne municipale. Vous m'avez tous dit la même chose. Ça n'avait pas l'air d'une campagne municipale. Il venait des paquets de gens dans les réunions de tous les côtés. Alors bien sûr, il y a l'aspect local, mais il y avait autre chose. Et c'est ça le fond de l'affaire. Cette autre chose, c'est que les gens savent qu'on s'approche de l'élection présidentielle et qu'ils veulent régler la situation. Ils veulent à tout prix se sortir de l'impasse dans laquelle ils sont enfermés. Et c'est ça qui nous porte à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que ça nous porte si fort, si haut, parce que nous incarnons, le mouvement insoumis, quelque chose qui est en résonance absolue avec le pays. Et quand nous avons parlé de Nouvelle-France, je les ai laissés bien tous s'enfoncer dans la critique stupide qu'ils en ont fait, parce que c'est eux qui ont fait une critique racialiste de la Nouvelle-France, obsédés qu'ils sont par cette question de l'identité, pour des tas de raisons dont certaines sont particulièrement malsaines. Et ils n'ont pas compris que nous parlons, oui, c'est vrai, d'un nouveau peuple français, parce qu'une génération remplace l'autre, les pauvres. Et par conséquent, tout le monde... Vous avez vu cette femme qui me dit, tiens, vous parlez de renouvellement, vous êtes encore là, ben vous aussi. Non mais... Moi, je vous l'aurais dit, j'ai aucune immunité, hein, contre Madame Coudray qui était là. Mais moi, je viens peut-être là pour la 4e fois, mais elle pour la 3e. Donc, la dernière fois, c'était déjà elle qui m'interviewait. Donc, tout ça ne va pas bien loin. Et les gens le comprennent assez facilement. Et aller dire dans un pays où la majorité des électeurs ont plus de 50 ans ou de 60 ans qu'il y a un âge à partir duquel les gens passent directement à la broyeuse, ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, personne n'en a envie. Vous verrez. Alors,
voilà comment cette affaire s'est mise en place. Nous sommes portés. Et bien sûr, comme ces rencontres que nous faisons ici pour le moment politique sont toujours un moment qui prépare ce que nous faisons. Donc je vous redis, nous faisons une campagne présidentielle d'abord comme un exercice d'éducation politique populaire de masse. Quel que soit le résultat, vous serez plus fort à la sortie si le travail est fait comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est inéluctable. C'est le moment où la société va se bloquer tout entière. Parce que, comme vous le savez, j'ai dit les 3 causes pour lesquelles il y avait gravité de situation. Et je pense que j'ai été entendu. À l'instant, je n'ai pas donné de chiffres, mais vous avez vu que nous avons atteint 260 000 signatures de parrainage. Alors, le processus, vous voyez, affronter l'ennemi, c'est éducatif, si on ne s'enrage pas et qu'on réfléchit. La dernière fois, pour se moquer de nous, les journalistes de Marianne s'étaient inscrits sur la liste avec des noms bizarres pour dire « Ah, vous voyez, ça vaut rien, c'est n'importe qui signe ». Donc on a mis un filtre. Tu reçois un numéro de téléphone, puis avec le numéro de téléphone, tu as un code, et tu signes. Et ce filtre fait que nous savons que c'est bien 260 000 personnes différentes qui sont là. Et eux n'ont même pas essayé, cette fois-ci, de venir ridiculiser. Mais ça nous a montré quelque chose. Je vais venir aux circonstances, mais ça nous a montré quelque chose. Qui, amis et camarades, s'est mis en mouvement lorsque ma candidature a été annoncée? Qui s'est mis en mouvement contre nous? Les médias, les sondeurs, la gauche. On ne s'est pas trop trompé de cible jusque-là. C'est très important de comprendre ça, parce que, après le Rassemblement national, qui commence à comprendre qu'il pourrait y avoir un problème pour eux bientôt, s'est mis aussi en mouvement. Mais les autres de droite, c'est une des conséquences de la situation, je vous ai dit, tout ce qui est au milieu, le centre, est pulvérisé. Le centre, ça contient, depuis les partis de gauche qui veulent être au centre, c'est ce qu'a dit François Hollande, quand il est passé à la télé, il a dit il faut gagner sur le centre. Voilà, bon, très bien. Bon voyage. Va. Le centre doit savoir que cet homme est un de nos meilleurs chats noirs, et que, mais on en a d'autres, hein, s'ils veulent, il y en a encore toute une provision. Donc, ce centre, qui est l'expression de ces catégories sociales moyennes, est aussi explosé qu'elles. Et c'est eux qui cherchent à constituer un bloc qui puisse rivaliser avec, d'une part, le Rassemblement national, qui a déjà à moitié avalé la droite, et de l'autre côté, avec nous. Voilà le tableau. Mais on n'a pas perdu de vue qui s'est affronté à nous, à ce moment-là, avec les méthodes qu'on leur a toujours vu faire. Si bien que maintenant, le tableau que vous voyez, c'est une forêt de points d'interrogation, avec une candidature tous les 2 jours, et 2 pôles stables, chouïa stables. Les insoumis, boum, carré, et de l'autre côté, les fachos. Des hordes multiples et diverses, des qui courent dans la rue pour tabasser les gens, des plus fachos que d'autres, bon, mais quand même organisés autour du Rassemblement national, mais pas seulement. Et nous. Donc nous, on a une responsabilité particulière. Ce qui s'est passé à gauche, c'était pas prévu. Mais ce qui était prévu, c'est que dès que l'histoire s'accélérerait, eh bien, les tensions seraient terribles et tout volerait en éclats. C'est pas pour rien qu'on dit, vous savez, l'entrée dans l'eau. Le bateau rentre dans l'eau, si ça se passe bien, mais ça pousse la flotte. Alors, ce qui est solide, ça flotte, et c'est même des fois un peu propulsé en avant. Et puis, ce qui n'est pas solide, pouf, ça part un petit bout. Devinez qui c'est. Voilà. Alors là, ça pourrait nous faire sourire, mais il y a un inconvénient, camarades. C'est que vous avez là une force politique qui passe tout son temps à nous taper dessus. Ils ne font que ça. Et qui sait qui est le plus anti-mélenchoniste et le plus anti-LFI, etc. Nous, ça nous fait rigoler quand on les voit. C'est une armée de bras cassés pareil, ne peut pas nous impressionner, fût-ce une seconde. Mais il y a un coup à cette affaire. C'est qu'ils s'ajoutent aux autres pour nous taper dessus. Et que deuxièmement, ils n'organisent personne. Ils démoralisent du monde. Parce qu'imaginez-vous la brave personne qui a toujours été socialiste. J'ai connu ça, moi, quand j'étais secrétaire fédéral dans le département. Quand il y avait des vieux copains, quand ils mouraient, ils voulaient être enterrés dans le drapeau de la section.
Ben ouais, c'est comme ça. On vivait comme ça avant. Eux, en tout cas, ils ont vécu comme ça. Eh ben, tous ces gens-là, on leur dit tous les jours qu'on est des antisémites, des violents, des barbares. Ils ne se rappellent plus pourquoi, ni pourquoi il y a une dispute, ni à quel sujet. Mais ça les déprime. Mais alors comment ça se fait qu'il y a tous ces gens, tous ces jeunes, ils sont là-bas, avec eux et pas avec nous, et puis nous, on a l'air de rien. Alors ça déprime, ça dégoûte. Nous, il ne faut pas qu'on se réjouisse de ça. Évidemment, on n'y peut rien, donc on ne va quand même pas aller organiser le PS. Hein. Bon, c'est pas possible. Non, mais je veux dire, avec un machin tordu, vous ne faites pas un machin droit. Hein. Voilà, donc c'est tordu, c'est foutu. J'ai vu un truc, vous savez que j'ai été socialiste, j'ai stupéfait. Ils ont des organes de direction, comme tout le monde. Et en plus, ils ont un truc qui s'appelle la conférence des Théos. La conférence des Théos, c'est la conférence des textes d'orientation. Voilà un parti qui se comporte comme s'il était lui-même une fédération de partis, ce qu'il est d'ailleurs. Mais le pire, c'est que c'est une fédération de partis pas d'accord entre eux, avec certains segments complètement collés à la droite et d'autres qui ne savent plus ce qu'il faut faire. Donc nous avons un problème. Il ne faut donc pas relâcher l'effort, quoi qu'il nous en coûte, qui consiste tout le temps à tendre la main et à inventer des cadres qui permettent à tout le monde d'agir et de remobiliser. Nous avons besoin que le maximum de gens comprennent que c'est le moment ou jamais, cette fois-ci, qu'on en a la possibilité. Alors évidemment, avec le PS, tout est très compliqué et même, pour parler franchement, quasi impossible à régler. Parce qu'ils ne sont que haine. Et surtout, ils ont franchi un stade où ils deviennent dangereux. Pas seulement parce qu'ils dégoûtent tout le monde, mais parce qu'ils ont un vocabulaire qui les fait changer de camp. Quand on passe son temps à dire « Mélenchon est le pire pour le deuxième tour », auquel, en aucun cas, ils n'arriveront jamais. Ça veut dire que déjà, ils préparent la campagne du deuxième tour contre nous. C'est ça que ça veut dire. Et chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire ça. Et pour croire des sondages qui sont une fumisterie de première grandeur, où je suis l'homme le plus détesté, peut-être, mais la question n'ayant jamais été posée, il est difficile de citer une réponse. C'est une invention. Qui est-ce qui a le plus d'opinions défavorables? Ben, c'est pas moi non plus. Et qui est-ce qui rassemble le plus de gens de gauche? Ben, c'est moi. Par conséquent, tout ça est une pitrerie destinée à nuire, à rendre les idées confuses, à faire douter du fait que oui, il y a un point d'appui. Ça s'appelle le mouvement insoumis. Que c'est une organisation de combat avec des milliers de gens très différents, très différents. Là, il y a tout là-dedans, des anarchistes, des cocos, des riens, des caribes, des qui partent, bon bref, vous nous connaissez, c'est vous. Alors donc vous êtes bien placé pour savoir de qui je parle. Voilà. Et ils deviennent dangereux parce qu'ils font ce travail. Et là, j'ai lu dans le Canard enchaîné qu'ils se sont engueulés avec les Verts. Et parce qu'ils ont commencé à dire, oui, alors les autres, les Verts, leur disent, mais il y en a marre de votre congrès permanent. Vous l'avez prévenu, hein, bon, faites ce que vous voulez, c'est votre vie, hein, c'est pas la nôtre. Et alors, bon, ça peut pas se passer comme ça, blablabla, paraît-il, hein, moi, ce que j'ai lu dans le Canard, hein, je sais pas si c'est vrai. Et puis, de l'autre côté, Laurence Rossignol, qui était l'égérie de SOS Racisme autrefois, que j'ai bien connu, on militait dans le même truc, qui s'appelait la gauche socialiste. Dit, ah, mais ça, c'est pas possible, vos histoires, parce que LFI n'est plus de gauche. En fait, LFI n'est pas de gauche. Alors, on peut et on doit ricaner, parce que c'est pas cette personne qui va décider qui est de gauche. Hein. On ne voit pas pourquoi ça serait elle, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils répandent un poison terrible. On en est donc là. Comme quand ils avaient voté ce texte pour dire que le problème avec les Insoumis, c'était moi. C'était la première fois qu'on voyait une chose pareille, un dirigeant d'un autre mouvement désigné nominalement comme la personne qu'il fallait éliminer. Bon. Donc ça, c'est dangereux. Et on ne peut pas s'en réjouir. Pour autant, on ne doit pas baisser les bras. Les communistes entrent en congrès. Les Verts vont devoir discuter de ce qu'ils font s'il n'y a pas de primaire. Il n'y a plus de primaire. Eh bien, il faut qu'on leur tende la main. C'est ce qu'on a fait. Alors, vous pouvez avoir 10 000 raisons d'avoir sur l'estomac un certain nombre de choses. Et croyez-moi, je ne suis pas le dernier. Mais on ne fait pas un combat politique de cette ampleur uniquement avec des ressentiments et des carnets de notes. On le fait en réfléchissant aux forces sociales qui peuvent se mettre en mouvement. Nous avons besoin des 10 à 15 000 militants qui sont insoumis ou communistes et qui sont dans les syndicats, mais qui ne bougent pas pour ne pas briser le syndicat vu qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Et je les comprends, je comprends leur attitude. Mais ces 10 ou 15 000, c'est une élite du combat politique. On a besoin d'eux.
On a besoin des communistes, de ce qui reste de ce parti. Mais on a besoin d'eux. Ils ne se confondent pas avec certains discours que nous avons entendus par leurs premiers responsables. Et chez les Verts, vous savez comme moi. Bon, je termine sur les cocos. Une bataille sur deux, on va être se retrouver au même endroit qu'eux. On va être sur le même piquet de grève. On va être dans la même manif. Alors évidemment, en se faisant la tête et des choses comme ça. Mais on y est. On sait qu'au bout du bout, ils sont là. Les Verts, pas tous, mais c'est de même nature. Quand on fait A69, on est tous là. Quand on fait Bure, on est tous là, etc., etc. Sainte-Soline, on y est ensemble. Les soulèvements de la terre, on les défend ensemble. Donc il y a tout un large pan du militantisme écologiste qui partage ses activités avec les insoumis. Et les deux marchent en première ligne. Cette force-là politique, c'est ça le bloc de la rupture. Ceux qui veulent tourner la page du marché, du capitalisme, qui domine tout et tout le monde. C'est eux qui sont les porteurs de l'idée de la planification écologique, etc. Je ne vous fais pas tout l'article. Donc, de cela, il faut retenir deux choses. Premièrement, ne pas se faire avoir la tête comme un melon. Nous sommes forts en ce moment, bien sûr, nous sommes portés par une vague. Mais n'oublions pas de quelle nature est la vague. Cette nature est sociale, elle est écologiste. Ce n'est pas de l'affection pour moi, pour le programme, pour vous. C'est un mouvement social, au sens le plus profond que nous incarnons. Et nous sommes en train de réussir l'objectif qu'on s'était donné. Non pas de construire un parti révolutionnaire, un de plus, mais de construire et d'aider à la formation d'un peuple révolutionnaire. Et qu'est-ce que c'est révolutionner? Eh bien, c'est changer les institutions politiques, la Sixième République. C'est changer la nature de l'organisation de l'économie. C'est la planification écologique, c'est les pôles publics, le pôle public bancaire du médicament, etc., etc. C'est donc de l'institutionnel, de l'économique et du social, pardon, et du culturel. Je veux dire que la question des droits des personnes âgées, droits des personnes, les femmes, tels qu'ils ont commencé à se constituer depuis les années 58. C'est ça qu'il faut aller accompagner jusqu'au bout. Ce peuple a le droit et veut et doit obtenir le changement clé par lequel la Sixième République va délivrer son identité. Quand on a fait la Cinquième, il fallait trouver un chef. Il fallait quelqu'un qui ait la légitimité, quitte à passer en force, mais il l'a toujours fait à travers des plébiscites et des référendums, de régler le problème que posait la décolonisation, de régler le problème de l'exode rural en faisant partir des milliers de gens parce qu'on en avait besoin pour les usines. C'est comme ça qu'ils l'ont réglé. Nous sommes confrontés à une autre question. C'est que le peuple, dans sa majorité, est plus éduqué, plus connecté, plus féminisé, si je parle du peuple politique, que jamais de toute l'histoire de France. Et ça veut dire qu'il y a une demande, en France comme dans le monde, qui est toujours la même, le droit de contrôler, de vérifier les mandats et de les changer. C'est pourquoi, en quelque sorte, si la Cinquième République donne les moyens d'avoir un chef, la Sixième République donnera un moyen d'avoir un peuple. Et ce peuple, il s'exprime et il existe, pourquoi? Parce qu'il a le référendum d'initiative citoyenne dans le projet de constitution que nous déposerons. Parce qu'il a le projet de référendum révocatoire. Autrement dit, nous pouvons avoir à la fois des institutions stables qui organisent de manière ordonnée, parce qu'on ne peut pas vivre sur la barricade permanente. Des institutions stables et la possibilité à tout moment pour le peuple d'entrer sur la scène politique de manière organisée, démocratique. Voilà la grande révolution qui va se jouer à travers l'idée de Sixième République. Et ça, c'est la Nouvelle-France qui va le faire. La Nouvelle-France n'a pas de couleur de peau particulière. La Nouvelle-France, c'est nous tels qu'on est en ce moment, tels qu'on est éduqués, tels qu'on est connectés, tels qu'on pense la société, tels qu'on s'insurge contre ceci ou cela en commun. Aujourd'hui, la culture d'un homme ou d'une femme de gauche, il est fait de davantage de films, de documentaires, de livres, qu'autrefois la doctrine qu'on nous enseignait un peu comme un catéchisme sur ce qu'il fallait croire et penser à propos du capitalisme. Tout ça, nous le partageons. C'est ça qui va être notre force. J'aimerais qu'on puisse en donner à notre meeting une forme d'expression pour qu'on le voie.
La nouvelle France, c'est la 6e République. La 6e République, son peuple, c'est la nouvelle France. Voilà l'équation qu'il s'agit de mettre en scène. Et elle n'est pas que sociale. Elle est culturelle. C'est une autre manière d'envisager la vie. Vous autres, les plus jeunes, vous n'avez jamais vécu au village. Vous ne savez pas ce que c'est que cette pesanteur terrifiante des choses qu'on avait toujours fait de la même façon. Et où chaque famille, chaque personne avait une place et n'en bougeait pas. 1, 2, 3, 4, 5 générations de suite. Et les gens y trouvaient aussi leur modeste part de bonheur. Ce monde-là a disparu. Vous êtes tous à 50 ou 60% des immigrés. Non seulement par vos ancêtres, mais par votre vie. Parce que vous êtes partis de Corse, vous êtes partis de Bretagne, vous êtes partis du centre, et vous n'y retournerez pas. Et ceux d'entre vous qui se disent, oui, comme chez nous, hein, pour retourner au bled. Oui, quand on sera à la retraite, on y retournera. Et qu'est-ce que tu vas retourner où? Sans tes enfants, sans tes petits-enfants? Sans toute cette famille choisie que tu t'es fait au long de ta vie pour aller rencontrer des gens que tu connais plus, même si tu y retournes de temps à autre pour les voir. On en est tous là. Et il n'y a pas besoin d'arriver du fond de l'univers pour connaître ça. C'est vrai de près. Voilà. Voilà ce qu'il faut qu'on mette en scène. Cette force, elle est immense. Et nous ne passerons pas notre temps à pleurnicher. Nous allons fixer des lignes d'horizon, d'excellence, de perfection. Oui, nous aimons être importants. Nous aimons être glorieux. Nous aimons notre pays qui brille. Mais il y a des circonstances, certains croient qu'ils brillent, et ce n'est pas tout à fait la vie qu'on en a. Mais on peut briller et être dans les premiers pour le numérique, pour l'espace, pour la mer, et maintenant pour la nouvelle frontière, la santé. Je viens à ce que je dois dire sur ce contexte. 2027 va être une année d'ébullition au sens littéral du terme. Il va faire plus chaud que jamais. Pas seulement parce que c'est la pente habituelle, cette pente habituelle, elle continue à voir la température augmenter. Mais parce que s'y ajoutent des événements conjoncturels, imprévisibles, qui est que le courant chaud qui descend le long de la côte du Pacifique, qui s'appelle El Niño, et auxquels correspondent des centaines d'événements naturels et de savoirs traditionnels. Quand El Niño aura appliqué, l'eau se réchauffe, donc il se passe ceci, cela, les escargots verts deviennent bleus, etc. Et il y a un savoir qui va avec, qui ne fonctionne plus aujourd'hui. El Niño arrive en avance, ce qui veut dire que l'eau a chauffé plus vite que d'habitude. Il va faire son tour, et ce qui veut dire que la mer ne sera pas refroidie comme elle devrait l'être au moment où elle devra l'être. Dès lors, ça va être tempête ici, pluie diluvienne, et de l'autre côté, sécheresse et incendie. Et comme il y a eu beaucoup d'eau d'abord, il y a beaucoup d'herbe, et une fois qu'arrive la sécheresse, elle sèche. Et quand elle sèche, elle prend feu plus que d'habitude. Autrement dit, les coins même qui vous semblaient sauvés de d'habitude, c'est le pire danger de la situation. Je ne vais pas passer une heure à raconter le Niño et la Niña, parce que c'est ce qui va structurer. Donc on va avoir, en 2027, l'année la plus chaude. Ce que je suis en train de vous raconter, ça se passe en ce moment. Et comme il y a un temps de latence pendant lequel les effets s'accumulent, de la chaleur, de tout ça, en ce moment, c'est en train de se préparer. Et que font-ils pendant ce temps-là? Comment ils se préparent à ce qui va arriver? Eh bien, ils font rien, ils font la guerre. Parce que ça fait tourner le business. Tout de suite, les bombes, les machins, les trucs, même du matériel qui ne marche pas, des porte-avions aux chiottes bouchées, etc., etc. Les grandes nations techniques. Hein. Cette question du changement climatique est fondamentale parce qu'en cascade, ça entraîne tout le reste. Aujourd'hui, on commence à mieux comprendre ce que sont les phénomènes en cascade. Par exemple, on bloque le détroit d'Ormuz, donc le pétrole vaut plus cher, donc tout ce qui est fait avec du pétrole coûte plus cher. Vous avez donc une première vague à la pompe. C'est vraiment à la pompe parce que vous faites tirer une partie de votre salaire, qui va changer de main et passer du travail au capital en donnant du rendement de dividendes. Et puis, après, ça passe, ça c'est le premier choc. Et le deuxième choc, c'est quand ça contamine toutes les autres productions. Et ça, c'est devant nous, c'est pas encore arrivé. Même si ça va vite, parce que tout d'un coup, le chômage s'est mis à remonter, parce que vous avez des faillites d'entreprises, etc. Ça, on va avoir le plein de la charge de ce qui se passe en ce moment. Même si ça s'arrête maintenant, si la guerre s'arrêtait maintenant, que les gringos remballent leur matériel et rentrent chez eux.
Même si ça s'arrêtait maintenant, on aura la deuxième, moins forte bien sûr, mais ils ne vont pas arrêter. Parce que c'est une guerre qui dépasse de loin cet endroit. Alors, comme tout le monde le comprend, il faut comprendre que l'impact du changement climatique, ce n'est pas juste qu'il va faire plus chaud, c'est qu'il y aura des récoltes moins abondantes, donc de l'inflation et des tarifs de plus en plus chers pour avoir ce dont on a besoin pour manger tout simplement dans des dizaines de pays, que l'eau devient une ressource disputée partout dans le monde. Nous sommes donc sous la menace d'une guerre généralisée dont les points de départ sont comme des foyers de tous les côtés. D'abord, il y a le grand choc entre les États-Unis d'Amérique, puissance déclinante, qui lutte contre son effondrement politico-économique, et la Chine, qui attend tranquillement que l'autre se prenne les pieds en tapis, et ça a bien commencé. On en est là. Mais les Américains ont dit il n'y a pas de solution de marché à la compétition avec la Chine. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner sur le plan de la compétition du marché, qui pourtant devait régler tous les déséquilibres. Ils savent que ça peut se régler qu'à coup de trick. C'est ce qu'ils se sont dit. Mais ils n'en ont pas les moyens. Et donc, tout ce monde-là, vous ne pouvez pas le regarder en vous disant « Ah bon, ça commence à chauffer entre eux ». Non, ça nous implique de très près. Et les États-Unis d'Amérique, leur déclin nous concerne. Ça peut faire très plaisir de les voir décliner, mais il va y avoir des conséquences aussi. Je ne dis pas qu'il faut l'empêcher, je ne sais pas comment on fera un truc pareil. C'est pour ça que, de loin, quand un bateau coule, restez pas à côté pour regarder, taillez-vous à l'autre bout, sinon il y a un effet de succion, tout le monde connaît ça. Vous partez au fond avec. Donc de loin. Partenaire, oui, bonjour. Voilà, terminé. C'est ce que j'ai dit à la télé, mais elle ne le comprend pas, elle me pose la question. Moi, je pars des réalités pour faire de la politique. Nous, on est 68 millions, ok ? Donc on ne fait pas comme si on était 450 à nous tout seuls. Et on ne fait pas comme si l'Europe était un peuple européen, parce que ce n'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça. Donc on doit être d'abord réaliste. Bref, si ce système s'effondre, et il y a plein d'éléments qui nous font penser qu'il est miné profondément. Pas seulement parce qu'il n'arrive pas à se sortir de cette situation dans laquelle il s'est fourré dans les années 70, parce que tout s'est passé en 3 ans. Je ne vous le raconte pas ce soir, sinon c'est interminable. Mais ce système-là est en train de craquer. J'ai entendu l'autre jour sur une chaîne de télé en continu quelqu'un dire « Cette guerre, c'est la guerre de la fin du siècle américain ». J'ai tendance à le penser aussi. La base de la puissance des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas ces armes qui ne marchent pas, qui servent seulement à faire tourner le business. La base, c'est le dollar. Et pour que le dollar soit une monnaie comme elle est, il faut qu'il soit utilisé pour payer les matières premières. Parce que sinon, ce que produisent les Américains par eux-mêmes ne suffit pas à faire fonctionner et à mettre cette monnaie en rapport avec une réalité matérielle. Donc les Américains sont armés jusqu'aux dents pour faire ce qu'il faut pour que personne ne lâche le dollar. Or, c'est ce qui est en train de se passer. C'est lent dans les banques centrales, petit à petit, elles se déchargent du dollar. C'est un peu plus rapide dans les relations internationales, et là, nous apprenons maintenant que des pays, voisins de la Chine pour l'instant, et d'autres, commencent à emprunter en monnaie chinoise, et pas en dollars. Et que donc, ils font du commerce en autre chose que le dollar. Donc ça va se passer sous vos yeux. Vous allez être les contemporains de ça. Comment les gringos vont se sortir de ça? Qu'est-ce qu'ils vont inventer? La dernière fois qu'ils ont inventé quelque chose, c'était le dollar, il vaut ce que vous croyez qu'il vaut. C'est passé en 71, le 15 août. Ils ne donnent plus d'or en échange du dollar. Et comme avait dit Kissinger, il avait dit à la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer? Et un autre a dit, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. De Gaulle, qui était plus prosaïque, juste avant ça, il a commencé par dire, nous on a des dollars, donc on veut de l'or, parce que c'est écrit que vous nous donnez une once pour 25 $. Alors évidemment, avec des copains pareils, t'es mal, tout de suite, parce que tu l'as pas, l'or, à donner en échange à ce prix-là. Donc, mais ça s'est passé, donc vous allez voir ça. Ça, on va, en 2027, dans l'année 2027, 28, 29, on va avoir ces événements qui vont s'installer. Ça peut aller plus vite. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas voyant. Je vois les causes profondes quand elles commencent à précipiter. Donc, il y a ça. Il y a le changement climatique, j'en ai parlé il y a un instant. Le changement climatique, la pluie, la sécheresse, tout le reste, d'accord, et les zoonoses. Parce que la zoonose, c'est, vous savez, les virus qui passent des animaux aux êtres humains. Le résultat, désastreux. Quand les Espagnols sont arrivés dans le Nouveau Monde, ils se sont pointés avec leurs virus contre lesquels, à force, ils étaient immunisés, que leur avaient filé les cochons, les vaches, les chevaux,
et un peu de la volaille, mais surtout ça. Et ces maladies, quand ils sont arrivés dans les Amériques, ben, ont tué tout le monde, parce que personne n'était immunisé contre ça. Les zoonoses, c'est la reprise de ça. Alors ça a été la Covid. Mais la zoonose, c'est le résultat du fait que les êtres humains occupent de plus en plus d'espace, détruisent, le changement climatique se faisant en même temps que toutes sortes d'espèces disparaissent, et en quelque sorte, il y a un vide entre ceux qui ont ces virus et les êtres humains. Et ils se déploient par le biais de consommations irresponsables, comme du tourisme irresponsable. Le tourisme irresponsable, c'est aller partout, envahir tous les espaces, c'est aller à Ushuaïa pour aller dans un tas de poubelles, voir des oiseaux qui ne sont que là. Alors, très bien, je crois que c'est des ornithologues à la retraite, pourquoi pas. Mais c'est irresponsable. Alors, il est tombé malade, pauvre homme, il en est mort, son épouse aussi, tout le monde est mort là-dedans. Et puis, rendez-vous compte, derrière, une autre activité, elle aussi irresponsable, cette espèce de tourisme de masse dont des... Bon, là, ils font, je ne dis pas ça irresponsable, il faut bien, il y en a comme ça, ils aiment, mais quand on se fait raconter par Clémence et les autres camarades qui sont allés au pôle Sud et qui disent que là-bas, le problème, c'est les touristes qui rappliquent, imaginez-vous, à un endroit où il n'y avait personne, les problèmes que ça va créer. Mais, donc, comme vous avez ça, les virus passent, qui avant ne passaient pas. Et puis, comme vous avez des méga, ça, je ne parle plus du cas précis de l'antavirus, mais partout ailleurs, c'est les méga élevages. 10 000 vaches, 10 000 cochons, des millions de volailles. Je vous signale qu'on en est à la 5e épidémie. À chaque fois, on tue dans ce pays environ 20 millions de volailles. Le virus, il a déjà muté. D'accord ? Et il s'est rendu transmissible aux êtres humains. C'est pas faute d'avoir dit que ça finirait par arriver. Je veux dire, je ne suis pas un scientifique, mais il n'y a pas besoin d'être très malin pour comprendre ça. Mais la transmission d'une personne contaminée à une autre en la contaminant, ça n'a pas eu lieu encore. Mais c'est inéluctable, ça aura lieu. Est-ce que vous entendez dire qu'ils ont décidé d'arrêter de faire des maxi-élevages de poulets? Pas du tout, ni de vaches, ni de cochons. Ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et vous avez des tas de gens qui se font embarquer là-dedans, de bonne foi. Le paysan, ici, là, il ne reste plus que 400 000 en France. Alors on leur dit, ah, c'est ça qu'il faut faire, vous allez voir, c'est formidable, vous allez vous enrichir. Mais le résultat, ça donnera ça. C'est-à-dire des contaminations de plus en plus fréquentes. Vous savez que quand il y a eu la Covid, on a été tous confinés, et le petit état-major du groupe de l'époque, nous étions 17, à l'Assemblée nationale, plus les insoumis de l'époque, on a travaillé dur pendant le confinement, à analyser la situation, à en montrer tous les déroulements et à faire des propositions sur ce qu'il faut faire quand il y a des pandémies de cette nature. Vous pouvez consulter ça, moi, on l'a remis sur mon blog, moi j'en ai fait un petit bouquin qui s'appelle L'Engrenage et qui montre comment toutes ces choses se tiennent, comment une crise qui est apparemment, on dit ah ben c'est la maladie, vous avez oublié, mais pendant la Covid, une fois il y en a un qui avait dit bravement en me regardant, la Covid, ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Il était stupéfait quand on lui a dit, ben si, il n'y a pas d'autre cause que le capitalisme. Parce que si vous n'aviez pas fait des élevages massifs, si vous n'aviez pas fait de l'échange continuel de tous les côtés en avion, etc., il ne serait pas arrivé là, tout le monde ne serait pas malade. Et après, on leur a dit, et la suite, c'est aussi le capitalisme. Parce que, voyez-vous, comment ça se fait, comment vous expliquez qu'on est mort davantage de la Covid dans le 93 que dans le 16e arrondissement? Qu'est-ce qu'il y a, l'air est plus serre? Oui, c'est vrai, dans le 16e. Mais ce n'est pas ça le fondement. C'est que celui qui a peu d'argent, qui a un tout petit salaire, il ne peut pas vivre en restant confiné. Donc, il va plus vite que les autres prendre le risque d'aller au boulot. Et encore en France, on a la sécurité sociale. Mais dans les pays où il n'y a pas de sécurité sociale, l'observation, elle a été immédiate. La Covid a été d'abord une maladie sociale, dont mouraient les uns et pas les autres, dont se soignaient les uns et pas les autres. Vous ne pouvez plus, dans la mondialisation, qui est extension à la planète tout entière du mode de production, de partage et de division du travail, et la globalisation, qui est insertion de toute la planète dans le même réseau numérique, vous ne pouvez plus avoir un fait dont vous puissiez dire « il n'a aucune cause, aucun lien avec le mode de production tel qu'il est ». Voilà, ce n'est plus possible, parce que ça fonctionne comme un tout.
Avec l'antivirus, on revient à ce type de crise. Mais je vous le redis, ce n'est pas la dernière. Et qu'a-t-on fait après la crise du Covid pour faire face aux pandémies? Rien. D'accord? Donc ils n'apprennent jamais à rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas si grave que ça, pour certains. On fait du fric. Est-ce que la société ne continue pas à tourner? Est-ce que les affaires ne continuent pas à marcher? La guerre du détroit d'Ormuz, mais, monsieur Mélenchon, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Nous, les profits total ont augmenté de 50% en 6 mois, en 3 mois. Et Aramco, c'est la boîte qui relie les gringos avec les Saoudiens. Leurs profits ont augmenté de 25%, ils se sont pris je ne sais pas combien de missiles là-bas, et pour un peu, ils se faisaient détruire leurs usines de dessalement, mais les affaires continuent à tourner. Il y a donc une contradiction entre le mode d'organisation de la production par le capitalisme et les circonstances particulières dans lesquelles nous évoluons. C'est la raison pour laquelle il faut impérativement rectifier le tir. Il y a eu d'autres modes de production dans l'histoire de l'humanité. Il y a d'autres manières de faire. Et ce dont il faut reprendre le contrôle, mes amis, la première des choses dont il faut reprendre le contrôle, c'est le temps. Il faut nationaliser le temps. C'est à ça que sert la planification. C'est de décider que l'argent va à ceux qui font ceci ou cela et pas aux autres. Vous pouvez le faire puisqu'il paraît que c'est la liberté. Mais ils ne le feront pas parce qu'ils ne vivent qu'aidés. Nous avons un capitalisme, notamment en France, complètement assisté. Alors, ça ne veut pas dire qu'aucun n'est capable de faire quoi que ce soit. Ça ne serait pas vrai, ça ne serait pas juste. Mais il faut réorganiser tout ça. Le mythe d'après lequel la main du marché va tout régler ne fonctionne pas et ne fonctionnera plus comme eux pouvaient croire qu'il allait fonctionner. Alors, la menace écologique, les maladies politiques, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'introduire dans cette campagne la santé humaine comme la 4e grande frontière à laquelle nous voulons nous porter, comme pour l'espace, comme pour le numérique, comme pour la mer. Alors on avait décidé ça avant l'antivirus. Je trouve que l'antivirus va permettre de mieux comprendre. Il y a d'autres travaux que vous pouvez regarder. Je vous ai mentionné la brochure L'Engrenage, mais Mathilde Panot avait organisé une commission d'enquête populaire et elle avait fait plus de 150 auditions pour se faire décrire dans le détail ce qui s'était passé avec la Covid et quelles solutions on pouvait avoir. Ce sont donc des documents de base pour préparer comment on s'y prendrait en cas de pandémie. Hein, par quel bout on attraperait les problèmes, comment on essaierait de faire, etc. Mais c'est surtout l'idée que nous attraperons les questions idéologiques par le concret. Et ça, c'est des problèmes concrets. On peut discuter pendant des heures de savoir si la rotation du capital doit aller plus vite ou moins vite. Mais donner à bouffer à vos gosses de la malbouffe qui les rend malades ou cancéreux, la discussion s'arrête vite, personne n'est d'accord. Et c'est en permettant à chacun d'avoir une conscience élargie à propos de la signification des événements. Vous êtes des personnes qui vous intéressez à tout. Et vous regardez par-ci, vous regardez par-là, et vous discutez ici, vous discutez là. Mais pour plein de gens, tout ça, ça les dépasse. D'où vient ce machin antivirus? Qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez des vendeurs de boniments qui passent par là, hein, des complotistes, des gens qui leur racontent des tas de trucs. Et les gens, à la fin, ne savent plus qui croire, comme disait Hannah Arendt. Quand on ment beaucoup aux gens, le premier résultat, c'est qu'ils ne croient plus personne. Ce n'est pas qu'ils croient les mensonges, ils ne croient plus personne. Donc c'est difficile de percer le blindage de la sidération. Et notre campagne, elle doit permettre ça, comprendre. Le cancer est une maladie politique. Nous pouvons le vaincre, mais c'est une maladie qui vient de mauvaises décisions politiques. Le diabète est une maladie politique qui vient de choix qui ont été faits pour l'alimentation. Et pareil pour l'obésité, et pareil pour les maladies cardiovasculaires. Et ça permet une discussion intéressante avec les gens, parce que tout le monde est sur un pied d'égalité pour comprendre que s'il y a eu des mauvaises décisions, donc on peut en prendre des bonnes, et que ça nous permettrait de nous sortir de ça durablement. C'est pourquoi, camarades, il faut que chacun d'entre vous, rentrant en lui-même, travaille bien ce qu'il va faire. Chacun d'entre vous ne doit pas simplement se contenter de dire « que va dire Méluche la prochaine fois ?» ou je ne sais qui. Chacun d'entre nous a une campagne présidentielle à mener, avec sa liste de gens à convaincre et aller chercher des arguments. C'est la raison pour laquelle cette campagne va être plus que jamais une campagne d'équipe. D'abord parce qu'avec 71 parlementaires à l'Assemblée nationale, plus 9 au Parlement européen, déjà on a des référents sur des dizaines de sujets. Donc, vers la rentrée, on va publier un catalogue où vous trouverez le responsable du livret, ou la responsable, et
le parlementaire référent. De la sorte, partout, sur tous les sujets, on pourra organiser une réunion petite, grande, moyenne ou même d'appartement avec quelqu'un qui est au top niveau pour présenter ce qu'est une politique alternative sur tel ou tel ou tel sujet. J'ai en face de moi Arnaud Saint-Martin, c'est l'espace. T'es quoi, toi? Voilà. D'accord? Et vous allez voir, il y en a de tous les côtés. Vous pourrez vous appuyer sur eux, vous pourrez passer commande de l'organisation d'une réunion. Je vous demande, et à vous qui m'écoutez, vous allez être encore 10 000 comme ça à m'écouter ce soir. Dans le plus petit village, vous pouvez, vous devez organiser de la politique. Mettez le peuple français en ébullition, mettez-le en mouvement. Ça ne veut pas dire construire des barricades dans tous les villages, ce n'est pas ça le sujet. C'est de la conscience, de la discussion, de la réflexion. Il y a des trésors qui sont là, des milliers de gens qui savent faire plein de choses, qui ont appris de leur vie des tas de choses, et qui vont eux aussi nous faire remonter des tas d'expériences, des tas de questions, des choses qu'on n'a pas vues tout de suite. C'est ça qu'il faut faire. Bon, ça va, ça dure 9 mois, vous n'allez pas en mourir. Mais, vous voyez, quand on a préparé notre plan de campagne, bon, maintenant tout le monde sait comment on est, d'ailleurs, parmi vous, ceux qui sont dans des groupes d'action, hein, vous êtes souvent aussi comme ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme on est tous perfectionnistes, les branleurs sont partis. Alors on n'a même plus besoin de les foutre dehors. C'est une expression. Je vais me faire engueuler. On m'a dit, il ne faut plus parler comme ça. Je dois inspirer une sorte de respect que j'espère que vous me portez sans avoir besoin de changer de vocabulaire. Mais de temps à autre, je fais un peu... Parce que là, vous êtes tous comme ça, là, vous me regardez. Je dis, allez, une petite blague, là, ça met un peu d'huile dans le rouage, quoi. Hein. Bon, voilà. Et ça, ce travail, il faut l'organiser méthodiquement, partout, partout. Et c'est ce qui me fait dire, quand je regarde les autres, et je me dis, mettons... Comme vous êtes une Française, un Français, voilà, vous avez votre truc dans la vie, vous avez des convictions, hein, ou pas de convictions, vous dites ça dépend, moi, c'est le personnage qui m'intéresse ou pas, tout ça. Et puis vous les regardez. Et moi je me dis, mais comment ils peuvent avoir le culot de dire, ah ben comme on n'a rien organisé, que tout foire, bon, on se retrouve à la rentrée. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils l'ont dit. Ils vont se retrouver à la rentrée pour discuter de savoir comment ils vont créer un projet et avoir une équipe et blablabla. Vous comptez faire ça quand? Parce que nous, on travaille toute l'année pour arriver à ce résultat. D'accord? D'avoir des documents prêts. Vous comptez faire ça comment? Vous avez déjà peut-être des projets qui sont déjà écrits par McKinsey et d'autres comme ça? C'est ça votre truc? Hein? Parce que alors là, on est certain que ça n'a plus rien à voir avec la gauche. Et même François Hollande, il avait d'abord dit, on pourrait voir ça en février ou mars. Encore un effort, ils vont rater l'élection. Ils ne sont même pas là. Ouais, mais franchement, c'est pas sérieux, non? Moi, je viens de vous raconter, je viens de vous décrire un état de la situation et du monde. Bon, c'est pas rien. On va attendre comme ça combien de temps que leurs seigneuries veulent bien nous révéler quelles sont leurs trouvailles, leurs slogans creux et leurs mensonges habituels? Tout ça ne peut pas se faire. Et c'est pour ça que je dis aux autres, quand Manuel Bompard a fait la proposition de nouvelle alliance populaire, c'est toujours on se casse la tête pour essayer de trouver un nom, à dire ceux qui veulent, allez, venez. Si vos chefs ne veulent pas, tant pis pour eux. Mais nous, on est prêt à faire équipe avec tous ceux qui veulent venir, militer avec nous pour préparer cette campagne. Alors Bompard m'a dit, oublie pas de leur dire qu'il y aura des ministres écologistes et communistes dans notre gouvernement. Ça aide. Ben non, ça aide à dire on traite... Vous savez, on gagne toujours à traiter les autres avec respect. Parce que nous, on leur a permis à chacun d'avoir un groupe. En 2012, oui, ben, on a vu après qu'il y a intérêt à prendre des garanties sur le respect de la parole donnée, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'ils deviennent dangereux, mais ils savent très bien où ils vont. Hollande l'a dit, vers le centre où il va vers la droite, et la droite où elle va. Voilà. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez que c'est d'autres? Ils ne parlent pas pour parler, ils parlent parce qu'ils ont un cap. Et nous, on en a un autre. Alors ils entortillent tout ça pour que ça ne se voit pas trop, pour que vous ne vous mettiez pas à hurler tout de suite, mais c'est ça qu'ils veulent faire. C'est pourquoi il faut s'accrocher au bastingage et continuer à dire tous ceux qui veulent venir au combat sont les bienvenus.
Évidemment, il y a un programme. Mais on a déjà beaucoup avancé, les amis. On a signé 2 fois un programme. Mais il n'y a pas que des traîtres. Il y a des gens qui, honnêtement, disent ben, « moi, je suis d'accord avec ça », plus qu'on va avoir trouvé entre-temps. Et donc, il faut que le pays sache, un par un, que oui, on est prêt, à tout moment, tout le temps, à faire avec l'un, avec l'autre. Vous verrez, et ça aura lieu. La première étape, c'est que la force va à la force. Notre discipline, notre manière d'agir, à forcer le respect, à entraîner des gens. Vous le savez aussi bien que moi, pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà fait des diffuses avec la lettre, là, quand vous êtes allés dans la rue ou sur les marchés. Vous savez très bien que ce que vous aviez observé, tous, quand vous m'envoyiez vos messages sur l'élection municipale, où tous vous m'avez dit, il se passe un truc, c'est autre chose qu'une municipale. Et on a réfléchi, on a adapté le cours de ce qu'on faisait, en sachant que ça a existé. C'est très important pour fixer une tactique et une stratégie de savoir où en est le peuple français. Sinon, vous parlez à qui? Vous vendez de la politique comme des savates, des bonbons, des saucisses, du poulet. Enfin, il faut savoir à quoi notre peuple est prêt. Parce que c'est avec ça qu'on va avancer. Je vous l'ai dit au début. Donc on en est là. Mais c'est votre affaire. Il n'y a pas d'homme providentiel, ça n'a jamais existé. Il y a des hommes, des femmes qui, à certains moments, rencontrent des circonstances qui les portent. Il faut avoir l'humilité de se rappeler qu'il y a les circonstances. Puis après, il faut avoir quelque chose dans la tête, parce que ça aide. Au moins, tu comprends ce qui t'arrive et que tu peux arriver à dire quelle place tu veux y prendre. On ne peut pas prendre au sérieux des états-majors incapables, moins d'1 an avant le 2e tour d'une élection, de produire quoi que ce soit comme perspective, sinon d'abattre les insoumis, qui est la seule force organisée de masse de la gauche de ce pays. Voilà la vérité. Voilà à quel défi nous sommes confrontés. Il faut à la fois être capable d'entraîner, ne rien lâcher, et créer une dynamique. Tout ce qu'on m'a raconté de ce week-end, moi j'aime bien qu'on me raconte. Même des réunions où je suis allé, me les faire raconter par les autres. Parce qu'au bout d'un moment, vous en savez plus que tout le monde sur ce qui s'est vraiment passé, et pas seulement ce que vous avez vu, vous. Eh bien, ce sont plein de témoignages comme ça. Je suis allé à Marseille, comme vous savez, pour le 8 mai. Hein. J'ai vu ce qui se passait. Bon, alors bon, c'est Marseille. Moi, je suis comme un poisson dans l'eau là-dedans. Hein. Bon, c'est chez moi, quoi. Alors, mais je vois les gens, comment ils se comportent, quelle ferveur. Les gens m'ont dit, c'est une ambiance, comme d'habitude, 1 mois avant. Voilà. Alors, la crise écolo, la crise de la guerre, c'est n'importe quand. Vous savez qu'on a envoyé le porte-avions. Alors, on a d'abord envoyé en face de Chypre, parce qu'il y avait des tirs qui se faisaient dans cette direction. Chypre est membre de l'Union européenne, donc nous sommes liés par des accords ou de solidarité. Si l'un d'entre nous est agressé, tous les autres viennent l'aider. Je ne parle pas de l'OTAN, là, hein, je parle des traités européens. Donc, on peut parfaitement imaginer que les Français, qui sont bien armés et qui ont du matériel, vont se mettre en face de Chypre pour dire aux autres, réfléchissez bien à ce que vous faites, parce qu'on est là et on sait se défendre. Mais qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Libérer le détroit d'Ormuz, mais c'est très simple à faire, il n'y a que les Américains s'en vont, et ça y est, le détroit, parce que ce n'est pas les Iraniens qui bloquent le détroit, c'est chez eux. Ils ne se bloquent pas eux-mêmes, ils bloquent les autres, ils sont bloqués par les autres. Il ne faut jamais oublier ça. Et alors évidemment, il y a peu de partisans du régime des mollahs dans cette salle, je le sais bien. Mais ce n'est pas le sujet. La vie internationale, elle se fait à travers des États-nations avec des gouvernements. Si vous ne parlez et vous faites la guerre qu'à ceux qui vous plaisent et aux autres vous leur faites la guerre, vous êtes en guerre contre le monde entier. Parce qu'il y a 115 conflits dans le monde pour des histoires de frontières. OK ? Alors moi j'admire ceux qui me parlent de haut en étant des ignorants comme c'est pas possible, pour me dire que, par exemple, là j'ai vu sur la Chine, Madame Tondelier a des idées. Bon, pourquoi pas ? Alors, la première idée, ça consiste à dire ce que dit Mélenchon est inacceptable. Et ensuite, elle dit il faut qu'on discute. Ben, c'est précisément ce que je dis. Et alors, vous savez, ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est comme certaines bêtes, vous savez, les ânes. Vous avez lu Daudet, La mule du pape. D'accord ? Elle garde son truc, là, comme ça, elle ronchonne. Et puis un jour, tac, un coup de sabot. Bon. Alors, voilà qu'ils interrogent Le Drian. Le journaliste de France Info, lui, marche au plafond. Alors... il dit, Mélenchon a dit Taïwan, c'est la Chine. En se disant, Le Drian va faire 2 sauts périlleux arrière et s'effondrer. On appelle le SAMU, quelle horreur, la parole de Mélenchon, tout le monde. Pas du tout. Le Drian, il dit, bah oui.
l'autre, qui est un ignorant. Il ne sait pas ce qu'il y a un accord, il ne sait pas ce qu'il y a un traité, il ne sait pas qu'on a reconnu la Chine avant tout le monde, il ne sait pas qu'il n'y a qu'une seule Chine pour des tas de gens, c'est-à-dire pour tout le monde, puisque c'est comme ça qu'ils sont à l'ONU. Et Le Drian, il faut quand même qu'il donne un petit coup de patte, tu vois. Tu as vu comment il a fait? Il dit oh, ils n'ont pas attendu Mélenchon pour le savoir. C'est pas beau, ça? Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour me donner raison, me donner tort, mais de toute façon, c'est de ma faute. Mais personnellement, je m'en fous, hein. Ça m'est complètement égal. Tout ce qui compte, c'est que l'ancien ministre des Affaires étrangères confirme ce que je dis. Et ce que je dis, c'est qu'il n'y a qu'une Chine. Peut-être que ça peut déplaire à qui vous voulez. Vous ne pouvez ne pas aimer le régime. Mais encore une fois, je rappelle que c'est peut-être pas le seul que vous n'aimez pas. Et on ne peut pas faire une politique étrangère de la France sur la base de je ne sais quelle préférence politique. D'accord? Donc, le porte-avions, il est là-bas. Au moindre problème, on est dans l'obligation de répliquer. Vous avez envie de répliquer? Non. Et ainsi de suite. Être passé par le canal de Suez, c'était déjà prendre un risque. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est, hein. Donc vous passez dans le canal, alors bon, c'est entouré d'un tas de matériel et tout ça, mais c'est risqué. Et surtout après, quand vous arrivez dans la mer Rouge, où là ça devient un peu plus risqué. Bon, on est sorti de tout ça, il n'y a pas eu d'histoire, tant mieux, on est content. Mais maintenant, nous voilà un peu plus bas. Alors là, on est carrément sur le passage des missiles. Donc nous sommes en danger, mais admettons, pour quoi faire? Comment se fait-il que personne ne nous dise ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes là pour faire quoi et avec qui? Libérer le détroit d'Ormuz? Comment? Avec qui on va faire ça? Contre qui? Pourquoi engueule-t-il l'Iran en disant c'est votre obstination? Pardon, ils sont agressés. Je comprends qu'ils soient obstinés à se défendre. Nous, on ferait pareil, hein. On minerait la Manche jusqu'au bout, tiens. Ça va encore faire quelques beaux titres, hein. Mais quand un pays se défend, il utilise tous les moyens de sa défense. Voilà, mes camarades. Donc, cette campagne, on sent bien son cadre et son contour. On sait que, par rapport aux difficultés qui vont surgir, on a des réponses. On n'arrive pas comme des gamins, comme ça, à pas savoir. Mais disons franchement qu'il y a des obstacles. Je vais en énumérer un ou deux, et je ne serai pas trop long. Maintenant, nous voici en campagne sur les 500 signatures. Il faut trouver 500 signatures de maires ou de personnes qualifiées pour ça, pour signer. C'est encore de l'argent, encore de la fatigue. Vous devez tous vous y mettre. Mais vous voyez bien que c'est un système absurde. Il a été inventé pour empêcher les candidatures fantaisistes. La première fois, il y avait 100. Il fallait 100 signatures. Là-dessus, à la première élection, arrive Marcel Barbu, qui pleurait à la télé. Donc De Gaulle était foudrage de voir son élection guignolisée par ce brave homme, mais qui quand même n'était pas tout à fait à sa place. Donc ils ont monté à 500, ça ressemblait un peu à la Ve République, à la Quatrième République des notables. Mais là, ça ne veut plus rien dire. Surtout que les maires, eux, ils n'ont rien demandé, et que ça les met dans des situations difficiles. Parce que quand vous êtes dans le petit village, on a déjà eu du mal à trouver un maire, ou même dans la petite ville, le maire, il n'a pas envie de se fâcher avec tout le monde en signant pour Pierre, Paul ou Jacques. Et on lui dit, oui, mais c'est pour la démocratie. Oui, mais allez voir lui là-bas, il est plus fort que moi en démocratie. Bon, voilà. Et ça ne se passe pas. Ils n'ont rien demandé. Et on leur confie une tâche qui, pour eux, rend plus difficile ce qu'ils ont à faire. Voilà la vérité. Et donc, ce n'est pas après eux qu'il faut se fâcher, c'est le contraire. Il faut qu'ils nous aident. Mais il faut que ce système change. Les 150 000 signatures, c'était la proposition de la commission Jospin-Bachelot en 2012. Pour aérer le système, prenons 150 000 signatures, c'est-à-dire 0,03% du total des électeurs inscrits du pays, comme ça se fait en moyenne dans tous les pays où il y a des initiatives de ce type. D'accord? Donc les 150 000 signatures, ça fait maintenant 3 fois que nous en faisons un objectif de début de campagne. Nous avons atteint notre score, nous continuons à ramasser des signatures parce que c'est constituer l'organisation, si vous avez tous bien compris. Le mouvement Insoumis est un mouvement et non pas un parti. Il regroupe tous ceux qui se rattachent à un programme, qui votent pour lui, et ils deviennent de ce fait membres du mouvement Insoumis. Et donc, ceux qui militent pour une candidature insoumise sont des membres du mouvement Insoumis. Après, ils en font ce qu'ils veulent, hein, de leur vote et de leur appartenance. Donc, il faut qu'on ait... Le gouvernement a encore la possibilité d'inscrire ça avant la fin du mandat. De la même manière, il faut que le gouvernement fasse une loi pour nous protéger des ingérences étrangères. Aujourd'hui est paru un article qui montre que les services de renseignement de notre pays, qui ont avec nous un fonctionnement républicain parfait et respectueux,
et nous leur portons le même respect. Ils nous ont alertés à temps et ont établi qui est l'échelon de passage de tout ça. Donc nous demandons au gouvernement de présenter une loi qui nous permette de nous défendre. Car nous sommes victimes d'à peu près toutes les diableries. Et celle-là en est une. Elle a visé Delogu. Elle a visé Chikirou. Elle a visé François Picmal. Elle a visé David Guiraud. C'est-à-dire des milliers de messages envoyés qui traînent dans la boue, mentent, racontent des histoires, accusent de crimes qui ne sont pas commis. Et comme la presse, écrite notamment, est fondamentalement mauvaise et indigne, des journaux comme Libé ou Le Monde relaient tout ce qui se dit sur les insoumis, du moment que ce sont des vacheries, des méchancetés, des horreurs. Hier, toute la journée, sur Sophia Chikirou, pour une affaire où il n'y a ni plaignant, ni préjudice. Il faut le faire, hein, toute la journée. Une affaire qui attendait depuis 8 ans, qui a été redéclenchée, juste pour le mois de janvier, alors que tout était interrompu depuis 5 ans. Je prends cet exemple, mais c'est pour montrer comment on est pris en tenaille, parce qu'il y a toujours des gens qui croient ça. Hein. Et donc, quand vous mettez d'un côté des étrangers, là, en l'occurrence, il s'agit d'agences d'influence d'Israël, contre nous. Mais ça peut être d'autres. Hein. Pour nous, c'est tout du pareil au même, hein, ceux qui nous tapent dessus. Mais bon, on nous a dit ça, et MAGA, c'est-à-dire les Trumpistes. Hein. Apparemment, on n'intéresse pas les Russes. Pourtant, nous accueillons des opposants de gauche, mais bon, tant mieux, hein, on ne court pas après. Les Émirats arabes unis, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on leur a fait à ceux-là? Alors, ils montent des complots contre nous, ils payent des articles, ils affichent en bas de chez moi, pour que... c'est un message sicilien, tu vois, on appelle ça comme ça. Hein. Tu nous as vu, Mélenchon? On t'a vu aussi. Bon, voilà, ok. Merci, bonjour tout le monde. Donc, il faut que nous soyons protégés. Et si nous le sommes, nous, tous les autres le seront. C'est ça qui est important. Nous demandons une loi qui permette de combattre les ingérences étrangères et de réparer leurs dégâts. Nous demandons une loi pour qu'on ne soit pas prisonnier de 500 signatures. Imaginez-vous que par un hasard bien organisé, nous n'ayons pas 500 signatures. Et que le candidat que vous avez devant vous, le vôtre, qui a déjà recueilli 2 fois plus de 7 millions de voix, ne puisse pas se représenter à une élection où 2 ou 3 partis zombies seraient présents parce que ce sont des morts vivants, mais plus nombreux que les vivants. Je dis les choses assez crûment pour que tout le monde entende. La démocratie française est assez mal en point, il ne faut pas y rajouter. Et il faut une campagne d'inscription sur les listes électorales, parce qu'on en est à 5 ou 6 millions de mal inscrits dans ce pays. Je dis bien le chiffre qu'il faut. Voilà. Nous redoutons une campagne sale, parce qu'elle a déjà commencé sale. Avec Ipsos, le roi se foutre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Celui-là, il s'est trompé en me mettant à 8, 4 mois avant l'élection où j'ai fait 22. Et 1 an avant, comme c'est là, il s'est trompé de 14 points sur le résultat final. Plus bête, tu meurs. Et alors on dit 70% des Français pensent que Mélenchon est un handicap. C'est normal, ils ne sont pas de mon avis. Donc dans les 70% qui n'existent pas, vous mettez dedans tous ceux de droite qui, évidemment, ils ne vont pas dire qu'ils m'apprécient, hein, et puis l'extrême droite, ça commence à faire du monde, et une partie de la gauche. Mais dans des quantités tellement dérisoires qu'on pourrait leur faire dire exactement le contraire. Et comme ça, je ne vais pas être plus long, il y en a, c'est continuel. Mais nous, on s'en fout, hein, je veux dire, vous, moi, on dit, ouais, on connaît tout ça, mais il y a plein de gens qui disent, ah, quand même. Puis on leur répète du matin au soir que je suis agressif, je suis le type le plus sympa du quartier. Demandez aux gens, ils vous le diront. Alors, et puis vous avez maintenant un nouveau système qui a été inventé par le journal Le Monde, le journal des références, non, de référence, pardon. Et bon, alors eux, ils inventent des citations. J'aurais dit, faites mieux sans moi. Alors là, c'est pas possible. Je me connais, je suis trop prudent. Hein. Bon, et ils ont mis ça dans le journal. On dit, écoutez, vous foutez de nous. Ils donnent un nombre de membres de notre coordination nationale, ils se trompent. Ah, ils ont mis un rectificatif dans un recoin en ligne.
Mais ceux qui ont payé, je ne sais pas combien ça vaut maintenant, 4 euros, non, ou 1 ou 5, je ne me rappelle plus. Pourtant, je l'achète de temps à autre, je suis bien obligé. Je suis vraiment obligé. Et puis ça fait plaisir à mon type, la boutique en bas. On s'aime bien tous les deux. Alors, je l'achète. Ils payent pour apprendre des bêtises. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. Ils ont résumé toute la discussion que vous avez peut-être regardée, vous savez, sur LCI, hein, sur la Chine, en une phrase. Si la Chine envahit Taïwan, on ne s'en mêlera pas. Non, c'est un peu plus nuancé ce que je raconte. Mais c'est marqué, il y a un gars qui est payé pour faire ce genre de truc. Donc, nous n'avons rien à attendre d'eux. Il y en a comme ça 2, 3 journaux. Alors, que le Figaro raconte des trucs de droite, bon, ils sont de droite, c'est normal. Tu payes, tu achètes ton journal, ça tape tout ce qu'il y a de gauche et tout ça. Bon, bah, t'as qu'à pas être de droite, hein, ou t'as qu'à être de droite, si tu veux vraiment savourer. Après, il y en a d'autres, mais ces journaux, qui sont les journaux du centre, hein, c'est-à-dire qui sont là pour domestiquer les catégories intermédiaires, pour leur faire croire qu'elles appartiennent aux très importants, aux très puissants, qui pensent les choses avec intelligence et profondeur. Ces journaux, on les a sur le dos toute l'année, sur tous les sujets, continuellement. Quant à moi, vous avez maintenant la collection la plus inépuisable de mes amygdales dont on peut disposer. J'ai vu l'arrivée nouvelle au club de M. Bardella, qui a chanté la Marseillaise. Alors, au moment de Aux Armes, elle rigole, elle. Elle, c'est une spécialiste de l'Inde dans notre truc, c'est Charlotte. En Inde aussi, ils montent les gens à la bouche ouverte? Oui, ben partout. C'est comme ça partout. Et vous savez pourquoi? Non, franchement, ça commence à être long, donc il faut que je termine, mais je vous la raconte quand même. Parce que dans la mythologie grecque, le masque qui correspond à la personne qui a le mauvais message à porter, il a la bouche grande ouverte. Pourquoi? Parce qu'il est le point de passage entre ce monde et les enfers. D'accord? Le monde de l'intérieur et le monde de l'extérieur, qui est un truc assez banal dans toutes les mythologies. Et donc, c'est de là que vient la bouche ouverte. Alors, moi, la bouche ouverte, je m'y fais. Les cheveux mal peignés, j'ai du mal. Mais j'imagine que Jaurès aussi, qui est toujours représenté qu'une broussaille sur la tête, devait pas très bien le vivre non plus. Alors, ça fait partie de notre truc, notre condition. Donc, je vous le présente d'une manière plaisante, parce qu'il faut quand même que vous sachiez que, vous le savez comme moi, c'est les moments les plus durs d'une campagne. C'est quand vous êtes attaqué, non pas pour ce que vous dites, mais pour des propos qu'on vous attribue et qui ne sont pas vrais. Quand on fait de vous une description qui ne correspond à rien, quand on vous attribue des positions qui ne sont pas les vôtres. Et maintenant, nous sommes entrés dans ce type de période. Donc, dans la durée, ce que nous devrons créer dans ce pays, c'est ce qui existe dans plusieurs autres pays, c'est ce qu'on appelle une autorité électorale. C'est-à-dire que ce n'est plus le ministre de l'Intérieur qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, mais une autorité avec des gens qui sont là, installés pour contrôler la régularité des élections, la convocation des électeurs, le matériel électoral, etc., etc., et veiller à la protection de la démocratie en France. On créera ça le moment venu. Alors, bon, les monopoles, enfin, vous le savez, se sont mobilisés. Bolloré, tout le monde s'y attendait. Moi, je ne m'attendais pas à ce que le groupe de Saadé manifeste dès notre sortie une telle virulence contre nous. Alors, vous savez, c'est le système de la double exposition. Vous avez Clémence, vous la connaissez, sérieuse, carrée. Elle est là, elle explique son point de vue. Et pendant qu'elle parle, l'image comporte un tableau sur lequel il est marqué Mélenchon, 70%, on ne va plus le voir. Et elle ne le sait pas, elle, qu'il y a ça qui passe. Et maintenant, c'est devenu quasiment permanent. J'ai une interview dans la Tribune, pas mal, je suis content, ça s'est bien passé, et à côté, il y a un sondage dégueulasse, et c'est 2 messages en même temps. Hein. Mais évidemment, qu'est-ce qui fait le tour de France des visuels de la presse, des petites pravdas locales, là, la Dépêche du Midi, Sud-Ouest, je ne sais pas quoi encore, bon, qui répètent hein, la propagande des grands chefs, bon, ben, c'est 70% ne veulent pas de ce type. C'est-à-dire que ces gens truquent les conditions du débat en le sachant. Parce que le dirigeant de la Dépêche du Midi, c'est Jean-Michel Baillet, qui a été un élu, qui a été un ministre, etc. Donc quelqu'un qui sait très bien de quoi tout ça est fait. Et je pourrais décliner comme ça pour plusieurs. Moi, j'aspire, je ne demande pas qu'on nous aide. On a besoin d'ailleurs de personne. On ne demande pas qu'on nous aide. On demande juste qu'on ne mente pas contre nous. C'est tout. Respectez-nous. Une fois, dans au moins une élection, respectez-nous.
Combattez-nous pour nos idées, pas pour ce que vous racontez à propos de nous. Faites-le, s'il vous plaît. Mais moi, mes camarades, nous avons une culture de militants. On ne demande pas la pitié. Nous sommes allés à TF1 et ensuite chez Brut. Total des deux sur nos réseaux, pas sur les leurs, au total, pour nous. 45 millions de vues entre le replay et les vidéos. Jusqu'à présent, cette force a été entièrement tournée pour valoriser ce que nous avons à dire. Mais nous pourrions introduire dans ce que nous avons à dire ce que nous pensons de certains, et en particulier de leur méthode de travail, parce que vous avez là au premier rang Antoine Léaumont, qui a fait un rapport trop long, 300 pages, sur la manière dont fonctionnent les sondeurs et le reste. Vous voyez, nous, on est capable de dire quel sondeur peut prendre des résultats bruts dans lesquels, dans son résultat brut, tellement ça marche bien, son truc, le Rassemblement national est à 46%. Vous comprenez? Quand ils ramassent les opinions des gens qu'ils ont mis dans leur panel, le RN fait 46%. Ben, c'est un drôle de panel qu'ils ont, hein, pour trouver un résultat pareil. On est capable de dire qui c'est, et on est capable comme ça. Jusqu'à présent, nous avons toujours refusé d'entrer dans ce couloir. Mais là, c'est l'élection présidentielle. Ça engage l'avenir du pays et le nôtre aussi. On ne se laissera pas faire. Ils doivent se le dire. Là, je viens de vous dire ce que nous avons fait sur ces... Juste, je ne veux pas faire de la vantardise, hein, sur cette émission, sur cette entrée en campagne. On a fait un groupe qui s'appelle le Top 13, les 13 plus gros comptes de la maison insoumise. Sur la même période, additionné, c'est, vous n'allez pas le croire, 94 millions de vues. Ça veut dire que le système insoumis est capable de se déployer en dépit de toutes les adversités. Bien sûr, on peut dire c'est toujours les mêmes. Probablement que c'est des gens qui sont à l'intérieur de la sphère. Mais avec des quantités pareilles, la sphère est un peu large. Mais il reste du travail à faire. Ce travail, c'est le vôtre. Chaque fois qu'il y a une personne qui rentre dans notre circuit, elle se documente, elle va voir le site, elle suit ici, elle suit là, elle écoute. Vous seriez stupéfait, mais vous devez connaître des exemples, de gens qui vous disent qu'ils écoutent tous les discours de tel ou tel. Par exemple, si Manu est dans une émission, il y a des gens, ils écoutent tout d'un bout à l'autre. Ou pareil pour Antoine ou pour d'autres. Notre système a fonctionné parce que c'est une équipe. Et que donc, vous ne pouvez pas en prendre un, l'abattre et être débarrassé du système. Bon, il paraît qu'il y en a d'autres qui ont cette tactique-là aussi de combat, et ça leur réussit assez bien, mais nous, ça nous a réussi parfaitement. Voilà dans quoi on va avancer. Je vais finir. À l'Assemblée, il y a une thrombose de textes. Ça veut dire que dans cette pagaille, ils vont mettre une session extraordinaire de 3 semaines. Je ne sais pas comment les copains vont tenir. 3 semaines de plus à l'Assemblée à faire des textes. 2 à 3 semaines sur la loi agriculture. Mais il reste à faire passer tout un cortège de lois. Donc il y aura du lourd. Le statut de la Corse. Si je vous parle du statut de la Corse, c'est pour vous dire que dans la liste que je vous ai donnée tout à l'heure, climat, économie, etc., il faut rajouter une case. Le statut de la Corse, le statut de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Quand nous allons arriver à la direction du pays, nous aurons 2 situations explosives. Parce que tout ça a été géré tellement mal que les gens les plus bienveillants se retrouvent dans des situations absolument incroyables. Et quasiment acculés à aller là où ils ne veulent pas aller, dans le domaine du rapport de force. Nous serons donc immédiatement confrontés à la nécessité d'organiser autrement la France. Parce que, à la Calédonie Kanaki, à la Corse, va s'ajouter naturellement d'autres territoires qui veulent reconsidérer comment ils sont organisés. Et les apprentis sorciers qui dirigent ce pays font tout et n'importe quoi. Alors ils ont trouvé un accord, paraît-il, là-bas. Je l'ai dit au Kanak,
avec le FLN, à qui on est bien liés. Hein. J'aurais dit, écoutez, vous avez un problème, c'est le territoire, nous, on a un autre, c'est la France. Où et quand le peuple français a-t-il voté qu'il est d'accord pour intégrer dans son pays un autre pays qui a sa propre monnaie, son siège à l'ONU? Quand on a décidé ça? Qu'on devenait un État fédéral? Peut-être qu'il faut le faire, mais on pourra au moins en parler, non? On va pas nous dire, ah voilà, on a fait ci, on a fait là, allez hop, levez la main. Pas question. Alors, là, le dialogue est très intense entre nous et le FLN, le FLNKS, avec qui les relations sont très bonnes et tout, et ils comprennent notre point de vue. Et pareil avec la Corse, puisque nous avons dit que nous étions partisans, pour la Corse, de l'application de l'article 74 de la Constitution, qui fixe, par exemple, le statut de la Polynésie française. Parce que ça existe au moins dans la Constitution, mais ce n'est pas ce que demandent tout à fait les Corses. Mais nous avons des grands sujets sur ça. Macron voulait faire une loi de différenciation. Là. Tout de suite dit, jamais on votera un truc pareil. La loi, elle est une et indivisible dans ce pays. C'est ça l'unité du peuple français. Donc, si la Corse doit avoir un statut spécial, et même très spécial, et si le peuple corse veut s'affirmer à travers des institutions, après avoir défini en quoi consiste le fait d'être corse, sur des bases acceptables par tout le monde. Mais il y a un principe sur lequel nous, on ne lâchera jamais. On l'a dit à nos amis corses, à Simeoni et aux autres. C'est le principe de non-régression. Nous n'allons pas, nous, créer une catégorie de Français, parce que si c'est l'autonomie, c'est la France, qui aurait des droits moins grands que les autres. Tout le monde suit? C'est gravissime, vous êtes d'accord? Si vous le faites à un endroit, pourquoi vous ne le ferez pas à l'autre? Et alors donc, il n'y a plus d'unité de la loi, et il n'y a plus d'unité des acquis sociaux dans le pays. Tout est perdu. Il faut impérativement, si les choses doivent bouger avec des interprétations locales de la loi, que ce ne soit que pour le meilleur. Par exemple, le système de la sécurité sociale de l'Alsace est meilleur que le système du reste de l'Hexagone. Si vous voulez faire pareil qu'eux, ok. Mais moins que nous, non. Et pareil pour tous ces sujets. Ce sont des sujets qui peuvent effondrer la nation française, qui n'a jamais été prévue pour ça. Je crois que j'ai fait le tour. La campagne, rendez-vous tout le monde, le 7 avril, on va à Saint-Denis démarrer la campagne. Le maire a donné son accord et on va tâcher de vous faire des belles surprises parce que ça va être un moment immense. Le 7 juin. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui s'est passé le 7 avril? C'est ton anniversaire? Non. J'ai essayé de m'en sortir. 7 juin, merci camarades. 7 juin, le meeting. Vous voyez comment ça se présente? Vous avez la mairie là, et là vous avez la basilique. D'accord? Et nous on sera là, et puis de tous les côtés. Je ne vous dis pas de venir parce que vous allez y entendre des choses, comment dire, qui vous surprendront, parce que je crains que vous les connaissiez déjà. Mais le lieu, le moment, il faut que vous le portiez tous ensemble. Il faut qu'on voie la France, la nôtre, celle des gens qui n'ont pas d'autre prétention que de tâcher de servir l'intérêt général humain. Voilà ce qu'il faut qu'on voie. Et il faut faire taire d'un coup tous ceux qui voudraient faire de Saint-Denis et de nous autre chose. Après, vous êtes appelés. Le 21 juin, c'est la fête de la musique, et Bali voudrait qu'on fasse un rassemblement en place de la République, plus spécialement tourné, avec la musique, contre le racisme. Bali et les copains du 93 et de toute la bande. Le 27, on aura la Gay Pride. C'est le moment, les amis, il faut qu'on aide. Nos amphis ont lieu le 20 août. Ben, on se cale sur la rentrée scolaire, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas faire autrement, parce que sinon les parents ne peuvent pas venir et les profs non plus. Alors, nous avons deux événements politiques assez importants. Le premier, c'est le 30 mai, c'est deux événements ILB, l'Institut La Boétie. Le 30 mai, les assises économiques, qui vont être de très haut niveau, parce qu'il y a des économistes critiques du reste du monde qui viennent. Et le 27 juin, le 27 juin, nous faisons un travail, la nouvelle géopolitique,
pour décrire les conditions nouvelles dans lesquelles nous envisageons la suite de ce que nous avons à faire. Ça, c'est donc la fin du trimestre. Bon, il y aura des petites compètes, parce qu'il paraît qu'Attal fait son rassemblement le 30 mai, je crois. Non, non, le 30 mai, c'est l'autre. Édouard Philippe. Le 30 juin. Il a les yeux qui se croisent maintenant, Antoine. Je reprends. Attal le 1er, juste avant nous, le 30 mai. Et Édouard Philippe, la retraite à 67 ans, je crois que c'est à la fin du mois de juin. Et maintenant, il en a mis un autre en juillet. Donc, quand même, vous avez compris, hein. Ne me mettez pas dans une situation dont je ne me sors plus après. Il faut qu'on soit la marée. Hein. Voilà. Rendez-vous le 7 quoi? Attendez. On recommence. Rendez-vous le 7. Voilà. Merci à tout le monde.